Neymar, il aurait pu faire une carrière exceptionnelle, sauf qu'il n'avait pas de goût à la baston. Tu crois qu'il avait pas de goût à la baston? Non, j'en suis persuadé. Et je pense qu'il est passé à côté de sa carrière totalement, qu'aujourd'hui, ça devrait être l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire. Comment tu fais pour l'amener à aller au duel, aller à la bagarre? À un moment donné, on va dire les termes. Il faut lui donner goût au sang, la vérité. Et moi, je fais ce que j'appelle je fais de la préparation mentale opérationnelle, j'appelle ça. Et sur des périodes de mercato, certains agents ne répondent plus à leurs clients parce que financièrement, ça les intéresse pas. Notamment avec les filles. Il n'y a pas assez d'oseille à faire, soyons honnêtes. Et c'est pareil, mettre des vidéos sur Instagram, ça te sert à quoi? Concrètement, c'est pas toi qui, en mettant une vidéo sur Instagram, va déclencher un transfert au Real Madrid. J'ai un joueur qui est en totale dépression dans un club. Et en fait, il collectionne des montres de luxe. D'accord. Il a une montre qui fonctionne plus. Il l'emmène à la bijouterie qui lui a vendue. Le vendeur lui dit: mais c'est quoi ça? C'est pas la montre que je t'ai vendue. Il dit: bah si, c'est toi qui me l'as vendue. Il dit: non, ça c'est une contrefaçon, elle est belle, c'est une très belle contrefaçon, mais je t'ai pas vendu ça. Okay. Et en regardant les caméras de surveillance, il s'est rendu compte que son piqué toutes ses montres et les a remplacées par des copies de luxe. Karen, je suis très content de t'avoir dans ce podcast qui s'appelle Ambition. Et je voulais que tu viennes dans mon podcast justement parce que tu vas déjà te présenter très rapidement. Je vais le faire brièvement, mais tirer un peu plus dans le détail. Tu es coach en préparation mentale. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, tu es agent de joueur. Yes. Tu travailles avec beaucoup de joueurs et de joueuses professionnelles. Tu es séminariste aussi, parce que j'ai vu que tu faisais aussi des séminaires. Exactement, oui. Tu as plusieurs casquettes dans le monde du foot, dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement. Et puis vu que le podcast s'appelle Ambition, et que pour justement aider tous les joueurs et les professionnels avec qui tu travailles, je pense qu'ils en ont besoin de l'ambition. Et je vais juste te laisser la place un petit peu pour que tu te présentes rapidement. Déjà, merci Hassan pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui. C'est gentil. Donc je suis préparateur mental. Je fais ça depuis 12-13 ans maintenant à peu près. Alors juste rapidement, pour que les gens comprennent, ça consiste en quoi, préparateur mental? Préparateur mental. Donc dans le sport, à la base, j'ai lancé ça dans le sport, puis après j'ai adapté, on va y venir plutôt aux entrepreneurs et puis même aux particuliers. Dans la performance sportive, on a 4 piliers importants: le physique, la tactique, la technique et le mental. Et alors moi j'étais sportif de haut niveau aussi, j'étais boxeur professionnel. Voilà, je boxais en Thaïlande notamment, en pied-point. En boxe thaï, voilà exactement, boxe thaïlandaise. J'ai fait plusieurs disciplines, mais ma spécialité c'était le Muay Thai. D'accord. Et quand j'ai arrêté ma carrière, comme beaucoup, d'abord, je me suis dit pourquoi pas préparateur physique. Et puis en fait, si j'étais honnête avec moi-même, je me disais que j'avais pas des capacités physiques hors normes. Tu vois, j'ai pas des gros bras pour un boxeur, etc. Par contre, je me rends compte que j'ai gagné beaucoup de combats plutôt grâce à mon mental. Et voilà, que je lâche rien, que j'étais très ambitieux, etc. Et donc, je me suis dirigé plutôt vers ça. Sauf tu t'es formé je me suis formé, sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas. En France, en tout cas, ça n'existait pas. Aux États-Unis, c'était développé depuis longtemps. Pas de certification, pas de... Non, il n'y avait rien qui existait. Alors, rapidement, c'est quoi la différence entre un coach et un préparateur mental, on va dire officiel, et un coach en dev perso que tu vas pouvoir trouver ou s'improviser? Un préparateur mental est vraiment un spécialiste du sport, et il n'a pas forcément une technique qui est adaptée à monsieur, madame, tout le monde. Voilà. On est vraiment sur la performance sportive et uniquement sportive. C'est pour ça que souvent, j'utilise pas trop moi le terme préparateur mental, mais plutôt coach, pour ouvrir au maximum à tout le monde. Voilà, mais à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de certification en préparation mentale. Maintenant, il y a. Maintenant, il y a, Mais à l'époque, je me suis formé aux thérapies brèves. Tu vois, c'est ce qui, pour moi, se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. Pour la simple et bonne raison que dans le sport, comme dans le business, des fois, c'est même très souvent, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps. Et quand tu fais de la psychanalyse ou des choses comme ça, tu pars sur un temps très très long, sur plusieurs mois, voire une année, voire 2. Et là, t'as besoin d'efficacité. Là, en sport, le président te fait venir et il te dit, t'as 3 jours pour régler le problème, sinon tu dégages et le joueur avec, quoi. C'est bien. Donc, il faut trouver des techniques, tu vois, ultra rapides. Je me suis formé à la PNL, je me suis formé à plein de choses. Et puis, il y a 3 ans... L'hypnose un peu aussi? Ouais, l'hypnose, mais je suis pas un spécialiste du tout, par contre, du tout de l'hypnose. Un petit peu, oui. Et j'ai mon mentor, Nadi Deran, qui lui tenait la cellule d'optimisation mentale de l'Olympique Lyonnais, qui est hypnothérapeute, lui. Donc voilà, lui c'est... Alors, on rappelle simple aussi, tu es de Lyon. Oui. Et tu travailles
pour l'Olympique Lyonnais. En fait, j'interviens à l'Olympique Lyonnais, à l'académie. Et l'académie, c'est pour que les gens comprennent, c'est les jeunes en centre de formation. Exactement, les jeunes en école, en pré-formation et en formation. Filles, garçons. Filles, garçons. Voilà. Donc je travaille selon la demande, mais ma spécialité, on est plusieurs prépas à intervenir sur la cellule. Moi, j'interviens vraiment sur la combativité, justement. Le fighting spirit, c'est ma spécialité. Je donne même des cours de boxe. D'accord, génial. Et ils adhèrent? Ouais, vraiment, ils adorent ça. Ok. Ouais. Donc ça, c'est ta casquette de coach. Yes. Il y a très peu de temps, tu as passé un diplôme important. Oui, à la licence d'agent FIFA. Ok. Alors, tu peux expliquer la différence entre un agent FIFA et un agent FFF? Ouais. Un agent FFF donc peut œuvrer en France. Ouais. Voilà. Un agent FIFA peut œuvrer de partout dans le monde, sauf en France. Ah d'accord. Alors pourquoi tu t'es dirigé vers l'agent FIFA? Parce qu'en fait, j'accompagne pas mal de joueurs qui jouent à l'étranger, surtout en Angleterre. Ok. Et donc, il me fallait cette licence. En fait, j'étais déjà scout en Angleterre depuis de nombreuses années, référencé à l'AFA. Donc alors, scout, anglaise. Pour que les gens comprennent, c'est que tu observes des joueurs, joueuses, ouais. Et puis tu dis à tel agent, celui-là, il faudrait peut-être aller Tout à fait. Le recruter. Ouais. Et pour moi, dans ma tête, j'étais préparateur mental et je ne voulais pas forcément devenir agent. J'avais commencé une formation, en fait, il y a 6-7 ans. Je ne me suis pas senti à ma place. Ouais. Voilà, je pense que ça concordait pas. En tout cas, cette formation n'était pas en accord avec mes valeurs. D'accord. Donc, j'ai arrêté cette formation. J'avais une mauvaise image du métier. Puis après, j'ai évolué. J'ai rencontré des gens fabuleux. Dû à ce que les gens pourraient s'imaginer, foot, beaucoup d'argent, beaucoup de coups bas, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ouais, carrément. Et puis, c'est l'imaginaire ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je travaille avec des personnes. Je m'appuie justement sur leurs valeurs. Ouais. Selon les personnes, on a tous des valeurs différentes. J'accompagne des personnes qui parfois ont des familles, donc quand elles déménagent, il faut y prendre en compte. Et parfois les agents n'y prennent pas forcément en compte. Tu vois, la carrière de la femme, par exemple, quand je parle surtout pour les hommes, les enfants, les hommes sont plus facilement transférables que les filles. Les filles bougent moins quand même que les garçons. Et tout ça, les agents ne prenaient pas en compte. L'intérêt, c'était le leur. Beaucoup de joueurs qui... surtout qu'en plus de ça, quand ils transféraient par exemple au mercato d'hiver, ils partent 6 mois, donc ils laissent la famille, les enfants, c'est difficile de déménager un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que c'est une complexité assez grande. C'est ça. Donc tu es devenu agent FIFA, ouais. Mais tu peux pas œuvrer en France. Non. Tu peux pas transférer un type de Lens à Metz. Impossible. Non. Okay. Après, je travaille parfois je peux travailler avec des agents, donc on devient agent lié. Okay. Si j'ai une joueuse ou un joueur qui veut à tout prix rester en France, on peut toujours trouver des solutions. Mais tu peux transférer un joueur de Paris à Arsenal sans aucun problème. Sans aucun problème. Et d'Arsenal à Paris. Tout à fait. Ok, ça marche. Par contre, un agent FFF, juste vraiment pour finir là-dessus, il peut pas transférer lui de Paris à Arsenal. Si, il peut. Ah, il peut, en fait, toujours pareil, on se met en agent lié. Avec un agent voilà. FIFA. Ouais, tout à fait. Okay. Toi, ta catégorie, c'est de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Nationale? Plutôt Ligue 1, Ligue 2. Ok. Ouais. Et en Première Ligue, pareil. Alors en Angleterre, on peut aller un peu plus loin parce que tu as des divisions qui sont plus fortes et plus riches aussi, soyons honnêtes. Ouais. Donc jusqu'à la Championship, la Ligue 3 même, voilà, on peut aller un petit peu plus loin, okay. Avec des carrières très intéressantes et puis avec un engouement aussi qui est particulier. Tiens, je te pose une question là qui n'a vraiment rien à voir. Tu viens de dire un truc important, Ligue 3 qui arrive chez nous. Qu'est-ce que tu en penses? Un avis en 2 secondes. Ce qui me fait peur, moi, plutôt, c'est au niveau business. Hein. Si on parle pour pérenniser les clubs, ça va être de remplir les stades. Est-ce qu'en Ligue 3, on est capable de remplir des stades comme en Angleterre? Ça, c'est la grande question que je me pose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir une fanbase? Moi, ce que j'en vois de la Ligue 3, c'est la fin de l'associatif. Oui. On y arrive très très clairement. Je pense que le foot à terme deviendra un peu comme les ligues NBA, des choses très régionalisées. Et à mon avis, ça va être un petit peu comme ça. Bon, j'ai fait une parenthèse. Ah, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et aujourd'hui, pour un investisseur, ça peut faire peur d'arriver dans un système comme ça associatif où, par exemple, les étrangers ne connaissent pas du tout ce système-là. Tu vois. Je sais, hein, j'ai essayé. Hein. Ouais. J'ai essayé de rentrer dans un club de National 2 à l'époque. Et c'est de l'associatif et qu'on ne prenne pas le business.
Et là, c'est très, 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 très compliqué. Et malheureusement, sans comprendre le business à ce niveau-là, qui est de la National 2, qui est à un pas de ce qui est aujourd'hui la Ligue 3, tu comprends pas. Vu que tu le comprends pas, tu dégringoles. Et puis après, tous les clubs qui resteront, à mon avis, les clubs associatifs, ça va être des clubs de régional. Ça jouera entre eux en régional. Et puis après, on aura par pôle, par département, par région, un grand club, Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1. Oui. Et c'est vrai qu'il faut vraiment penser comme ça en région. Tu vois, quand tu es au Groupama Stadium à Lyon, tu discutes avec les gens qui sont autour de toi, ils viennent d'Isère, de Savoie, de l'Ain, etc. Tu vois. Donc il faut vraiment voir les choses comme ça. On en a parlé un petit peu en off. Alors après, on va continuer aussi ta présentation parce que tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini le nombre de casquettes que tu as. Mais je te disais, pour moi, le futur, c'est des clubs comme le Gol FC que tu dois bien connaître parce que c'est pas loin de Lyon. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces clubs-là ? Je pense que c'est exactement le système qu'il faut mettre en place. Faut fusionner, il faut travailler main dans la main. On en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gardes-chapelle. En France, on a beaucoup de mal à fusionner. Et pourtant, on a vraiment intérêt. Les ligues qui s'y opposent. Oui. Les ligues, les districts qui s'y opposent, parce qu'il y a une réglementation, tu ne peux pas fusionner des clubs à moins de 15 km, sauf dérogation. Mais à un moment donné, si on veut développer le football, si on amène à une Ligue 3, il va falloir étendre ces fameuses dérogations pour que des pôles un petit peu comme Gol FC, qui à mon avis a des dérogations particulières, parce que c'est des clubs qui étaient à 20, 30, 40 km de séparation. Moi, je pense que c'est l'avenir, ces clubs-là. Oui, clairement. Et puis sinon, la problématique qu'ont avoir ces clubs aussi, c'est qu'ils vont se retrouvent déjà en concurrence avec des académies privées. Qui peuvent... T'entends quoi par académie privée ? Académie privée, c'est-à-dire des académies payantes. Alors aujourd'hui, les académies payantes en France, elles ne sont pas à des prix exorbitants, mais on peut mettre les enfants dans des clubs où les coachs vont être mieux salariés que dans des clubs professionnels. Exemple, parce que c'est du privé. Exemple à nous donner J'ai un ami, par exemple, Ludovic Da Silva, qui tient une académie privée sur la région lyonnaise. Alors, c'est pas un club, Non, c'est une académie. C'est un club... C'est un club, mais qui se concentre sur les enfants. Ils n'ont pas de section senior. Donc le but, c'est pas de créer une équipe senior, c'est vraiment de former des jeunes et de les envoyer après vers le haut niveau. Exactement. Parce qu'il faut savoir que les clubs amateurs, s'ils ont une pérennité, on appelle ça le passeport, c'est ça ? Tu récoltes de l'argent si demain... C'est ça, les indemnités de formation. Exactement. Va et signer à Lens, puis après de Lens, il part à Arsenal, etc. Mais en fait, les indemnités de formation, par rapport au nombre de joueurs qui passent professionnels, les indemnités de formation, souvent, elles sont faibles. Et en fait, la plupart des académies en France sont en déficit de clubs professionnels. Et par exemple, les investisseurs américains, quand ils arrivent en France, sans citer de nom, ils ne comprennent pas que les académies soient gratuites. Ils ne comprennent pas ce système de l'éducation gratuite en France, par exemple. Parce que eux, c'est payant. C'est payant. Ah, ok. Voilà. En Angleterre, après, sauf pépite, on met tout à disposition, on fait venir la famille. Parce que, par exemple, tu ne peux pas faire déménager un gamin, sauf si la famille déménage pour des raisons professionnelles. Donc, parfois, les clubs font venir toute la famille. Ils ne cherchent pas à comprendre si vraiment tu es une pépite. Sinon, en dehors de ça, c'est payant, les académies. Aujourd'hui, on a des académies qui sont à moins 1 million à la fin de la saison. Et donc, moi, je suis père de famille. J'ai envie que mon fils devienne le futur Mbappé. Tu conseilles quoi ? Qu'il fasse son cursus d'enfant dans son club local, jusqu'à peut-être être découvert par un scout. On y reviendra un peu plus parce que j'ai discuté avec d'autres agents que je connais bien et qui m'ont dit on ne recrute plus des gamins en dessous de 17 ans maintenant. Trop de risques. Je voudrais un peu ta réponse après là-dessus, mais que je veux que mon fils devienne une légende du football. Je l'envoie en académie ou je le laisse faire sa préformation, ou je le laisse déjà dans un premier temps prendre du plaisir, avant toute chose. Mais si je devais choisir... Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je pense qu'il vaut mieux le laisser dans un club. Si vers chez toi, il y a un club compétent, tu vois, performant, il vaut mieux le mettre dans un club performant. Après, il y a des régions où, malheureusement, c'est plus difficile. Un peu le désert. C'est un peu le désert. Donc là, il faut se rapprocher peut-être d'académie. Et puis, tu as des joueurs qui ne rentrent pas forcément dans les normes. Nous, par exemple, en région lyonnaise, pendant très longtemps, on cherchait, soyons honnêtes, que des joueurs athlétiques.
Et donc, tu as des petits joueurs comme Antoine Griezmann qui sont passés à travers, quoi. Okay. Et donc, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Ce qui est un petit peu la tendance du football ces dernières années, c'est-à-dire d'avoir des gars balèzes, costauds, qui courent longtemps, de plus en plus athlétiques, exactement, ouais. Mais tu vois, 70% des joueurs qui passent professionnels intègrent un club professionnel après 15 ans. Ça, après 15 ans. Après, du coup, c'est un paramètre qui est important à prendre en compte. J'ai vu une autre stat qui fait froid dans le dos, mais qui devrait interpeller quand même tous les parents en se disant mon gamin, c'est un génie. Il y avait une stat sur les si je dis pas de bêtises, 88% des U16 équipes de France ne finissent pas professionnelles. Et pourtant, centre de formation, équipe de France, U16, et ne finissent pas professionnelles. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la préformation ou dans la maturité du gamin ou dans le développement du gamin. D'après toi, ça vient d'où ce problème-là? L'usure des centres de formation? L'usure de centres de formation, le peu de place aussi qu'il y a aujourd'hui dans les clubs professionnels, parce que les joueurs aussi jouent de plus en plus vieux. On voit Cristiano Ronaldo là, qui est encore en train de jouer, donc les places sont très très chères maintenant. T'en penses quoi de la Ligue saoudienne? Il a raison quand il dit que la Ligue 1 c'est en dessous? Honnêtement, je sais pas, mais la Ligue 1 est un championnat très difficile, vraiment très difficile. Costaud. Ouais, vraiment costaud. C'est plus de l'avis d'Adil Rami que de Cristiano Ronaldo. Ouais, honnêtement. Okay. Honnêtement, ça m'intéresse la Ligue saoudienne, par exemple, surtout depuis qu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, que tout le monde annonçait comme un fiasco et qui a été une réussite totale. Franchement, au niveau tout, sécurité, sportif. Sauf la finale, c'était top. Sauf la finale, en tant que Français, voilà, ça pique. Mais sinon, la Coupe du Monde était super bien organisée, donc on peut se poser des questions. Moi, je vais souvent aux Émirats Arabes Unis, je vois comment ils travaillent, ça bosse bien. Il y a des académies privées justement qui cartonnent, beaucoup de Français qui développent à Dubaï. Ça devient quand même intéressant de ce côté-là, mais soyons honnêtes, c'est pas encore au niveau de la Ligue 1. On est d'accord. C'est pas encore aussi compétitif. Ce qui fait défaut aujourd'hui à la Ligue 1, c'est la suprématie. Pour moi, c'est la suprématie du PSG. Ouais. Vraiment. Ça casse un petit peu. Attention, parce que moi je suis pro-marseillais, alors. Et donc, tu vas certainement me rejoindre en tant qu'Olympien, on est tous les deux Olympiens, même si on n'est pas du même Olympique. Non, on n'a rien à voir du tout. Mais ça pipe un peu les dés, quoi. C'est au niveau de l'intérêt, disons que. Mais c'était déjà à l'époque ce que réclamait un Denisot, un Tapi, c'était d'avoir deux clubs au moins forts, un petit peu comme Barça Real, un petit peu comme plus dans la première ligue, ils sont 4-5 à vraiment se fighter. Mais si justement t'entraînes tes gamins, c'est des gamins, à se bagarrer tous les week-ends à très haut niveau, quand tu arrives en Ligue des Champions, t'es quand même plus préparé. C'est clair. Et là, effectivement, à taper des matchs 5-6-0 pour le PSG, et en plus de ça, ils n'appuient pas, c'est compliqué. Après, ça peut être compliqué, mais là, c'est à toi de nous le dire en tant que préparateur mental. Est-ce que le gars, justement, vu qu'il n'a pas appuyé sur un match sur sa ligue, quand il passe en Ligue des Champions, il arrive à faire la bascule ou c'est une mécanique qui est plus dure ? C'est compliqué, c'est pas du tout la même intensité. C'est pas du tout aussi le même football. Pendant très longtemps, on avait du mal avec des équipes de certains pays parce que c'est un football qu'on comprend pas en fait, pas forcément. Là aujourd'hui, on est sur un système qui ressemble plus à ce qu'on reprochait il y a très longtemps aux Italiens. On joue quand même beaucoup plus défensif qu'à une certaine époque. Et quand on joue des équipes, à l'époque, quand on jouait des équipes un peu comme ça, Catenaccio, qui défendaient, on avait un petit peu du mal. Et maintenant, c'est l'inverse, face à des équipes ultra offensives. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Ce qui serait top pour qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Pour qu'ils puissent gagner une Ligue des Champions, il faudrait qu'ils aient quand même des sparring partners un peu variés, disons. Comme dans une salle de boxe, il faut que tu prennes un grand, un petit, un gars qui tourne, un gaucher, un droitier. Et ça te permet de progresser. Et puis surtout, je pense que pour le Paris Saint-Germain, pour qu'il progresse, il faut à tout prix qu'ils mettent l'institution au-dessus de tout, quoi. Ça, pour moi, c'est le paramètre le plus important. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Avec ce nouveau cadre aussi qu'ils créent, dès la formation, etc., ils sont en train de... Voilà, tu as des joueurs comme Zahir Emery qui l'ont intégré. Leur coach qui a une philosophie de pas de star, c'est le club, la star, etc. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, l'institution doit rester toujours en avant. Le joueur s'intègre dedans. Et si tu composes des stars... même à l'époque, je crois que les Galactiques, ça n'avait pas fonctionné. Ils ont gagné qu'une seule Ligue des Champions.
Et pourtant, pourtant, ils avaient une équipe incroyable avec des connexions. Alors, ils ont quand même gagné une fois la Ligue des Champions, mais ils auraient dû. Mais c'est le Real Madrid, qui normalement la gagne très facilement, donc ils auraient dû dominer encore plus que ça. Alors, quelle autre casquette tu as aussi parmi tout le travail que tu fais au quotidien? Yes, je dirige des formations. Ouais. J'organise des séminaires, je fais des conférences. Si je suis une personne lambda, je peux faire appel à toi? Ouais, bien sûr. Je fais de l'accompagnement individuel, en présentiel ou en visio. Je travaille de plus en plus en visio, comme je voyage beaucoup. Mais vraiment, je propose mes services sur à la tout le monde. préparation de sportifs ou vraiment non, tu peux aussi ouvrir sur les 3 aspects, c'est-à-dire le sportif, le pro et le personnel. Ok, top. Et pour être honnête, j'ai on va dire 50% de mes clients qui sont des athlètes. Ouais. Et après, c'est 25% de... Tu vois, c'est partagé en deux, 25% des pros, 25% des particuliers. Est-ce qu'on peut donner 2-3 noms de clients que tu gères, soit en prépa, soit en transfert, que les gens peuvent reconnaître et connaître celle qui en parle le plus, c'est Selma Bacha, ouais. qui est la meilleure latérale gauche du monde aujourd'hui et qui est en équipe de grâce France. À toi. Alors, pas grâce à moi. Selma avait gagné la Ligue des Champions avant de me connaître. D'accord. Alors, ça, je suis honnête avec ça. Ouais. La question, c'est comment on passe à l'étape supérieure. Et l'objectif à long terme, c'est aller chercher le ballon d'or. D'accord. Voilà. On voudrait qu'elle soit la deuxième. Pour aller chercher le ballon d'or, tu penses qu'il faudrait qu'elle ait besoin aussi d'une équipe de France plus forte? Oui. Ouais. Bien sûr, les titres internationaux sont importants. Après, les résultats en club selon les compétitions, selon les années où il n'y a pas de compétition internationale, ça peut passer uniquement avec les résultats en club. Mais très sincèrement, je pense que là, elle joue encore à Lyon. Ouais, elle a re-signé à Lyon, elle a prolongé à Lyon. Ouais. Alors là, pour le coup, tu peux pas t'occuper de son transfert. Non. D'accord. Non. Okay. Je n'ai même pas le droit de parler avec elle de ça, puisqu'elle elle a un accord de représentation avec des agents que je connais. Donc je l'accompagne sur la partie mentale. Après, pour les filles, moi je vois, là, j'ai repris un petit club, j'ai échoué une première étape avec un club de national, donc j'ai repris un petit club, mais dans notre génération, on a des gamines qui ont un potentiel énorme, où on voit que là, pour le coup, le scoutisme, il se fait très très tôt. Oui. Parce qu'il y a moins de divisions que les hommes, et ils commencent à avoir beaucoup d'argent dans le foot féminin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ce qui est en train de se développer avec le foot féminin? Je trouve ça super. Ouais, je trouve ça génial. Je suis content qu'il y ait enfin une ligue totalement professionnelle. Ouais. En France, là, il commence à avoir de l'argent. Ouais, il commence à y avoir de l'argent. Ouais. En France, c'est encore un petit peu difficile, mais il y a certains pays, par exemple, où tu vois, les clubs doivent verser un certain pourcentage du budget chez les filles, tu vois. Okay. Donc, on se retrouve avec des équipes féminines qui ont quand même des budgets conséquents. Okay. Et je suis allé voir des matchs en Angleterre où il y avait 35 000 personnes, quoi, pour des matchs féminins. C'est incroyable. Aujourd'hui, à Lyon, à part Lyon PSG, les stades sont vides, quoi. Ouais. C'est honnête, hein. Et tu penses que ça va se développer chez nous ou ça va... Ouais, je pense que vraiment ça se développe. Déjà, il y a une fanbase aussi qui se développe à fond. Il y a de plus en plus de monde qui suit sur les réseaux sociaux. Tu vois, là où Selma, elle a fait la couve de FIFA avec plein de joueurs, là, avec FC24, si je dis pas de bêtises, FC24. Ouais. Donc forcément, ça met bon en lumière. Ouais, c'est un bon contrat, ça met en lumière. C'est pas moi qui l'ai géré. Mais, non, mais ça doit être un bon contrat. Mais en tout cas, c'est un beau contrat. C'est l'accès, tu vois, des sponsors qui sont intéressants. Ça, c'est vraiment top. Une mise en lumière qu'elles n'avaient pas avant. Mais surtout, en fait, il y a un public qui répond. Parce que mettre de l'argent et puis téléviser pour dire d'égaliser entre guillemets, ça n'a pas forcément de sens. Non, mais en plus de ça, ce qui a du sens, c'est d'avoir une fanbase. Ouais. Alors, question un peu qui fâche. D'après toi, c'est quel niveau, si on devait comparer? Parce qu'il y a eu cette fameuse comparaison qui était un peu une trend sur les réseaux sociaux, j'avais vu. Toi qui es vraiment un spécialiste et qui connais bien. La différence, si je prends la meilleure équipe du monde, c'est Lyon, globalement. Oui, on est dans le top 4, allez, on va dire. Ça m'arrache le ventre de le dire, mais c'est Lyon. Si je prends Lyon au top de sa forme, ça affronte quoi en termes de garçons, en termes de division? Ça vaut quoi?
En fait, j'aurais du mal à répondre à 11, en fait, pour être honnête. Ouais. Tu vois, Selma... sur un foot à 11. Ouais, sur un foot à 11, j'ai beaucoup de mal à répondre, en fait. Okay. Selma, sur des entraînements, je l'ai en individuel, où elle s'entraîne même, je la fais jouer avec des mecs de Ligue 2, et les gars de Ligue 2 ne passent pas, tu vois. Ouais, j'ai vu des préparations que tu as fait avec elle. Énervé, ouais. Ouais, très, très, très dur. Après, c'est une super athlète, et qui s'entraîne avec une intensité énorme aussi. Ouais. Et avec des garçons qui lui rentrent dedans. On se ménage pas aux entraînements. Donc tu dirais, ça vaut une Ligue 2. Pour moi, ça vaut une Ligue 2, ouais. Okay. Ouais. Après, c'est facile de critiquer, de dire que c'est en dessous. Maintenant, j'aimerais bien voir, par exemple, ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux, notamment en défense, j'aimerais bien les voir défendre sur Katoto, par exemple. Ça me ferait bien rigoler. Hein. C'est costaud aussi. Ah, c'est vraiment costaud. C'est vraiment costaud, ouais. À l'Olympique Lyonnais, on a Wendy Renard pour aller la chercher aussi. Il faut y aller. Hein. Ouais, c'est une légende. Ouais. Mais oui, le football féminin est en train de passer un cap exceptionnel. Et moi, je le vois dans mon petit club. Lens, Valenciennes, qui scrutent nos gamines de 13 ans. Lens, ils font un très très beau boulot. Hein. Ouais. D'ailleurs, elles sont premières là actuellement. Ouais. Et bon, j'aime pas ça. Parce qu'on a envie de garder cette belle génération, parce qu'on a des gamines qui ont un fort potentiel et effectivement là elles ont les sirènes qui s'affolent de partout. Alors ce qui est sympa avec le football féminin en plus de ça, c'est que c'est plus j'ai partagé une story ce matin, on va en parler aussi un petit peu, c'est beaucoup plus safe. Oui. Et beaucoup plus familial. Oui. Les parents sont moins tarés. On va en parler d'ailleurs. Clairement. Aussi du projet Mbappé. Et moi j'ai le projet Bacha. Je suis en plein dedans. Ah ouais. D'accord. C'est-à-dire que j'ai tous les parents de toutes les gamines de la région lyonnaise qui m'appellent pour un projet Bacha, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai le projet Mbappé au féminin, moi. Ça veut dire que c'est en train de vriller aussi. Avec vraiment, oui, bien sûr. Ah, tu vois, j'aurais pas pensé. Ah, complètement, ouais. Ok. Dû à l'exposition et en... Bien sûr, ouais. D'accord. Ouais. Tous les jours, j'ai des appels de parents qui veulent que leur fille devienne Selma Bacha. Et tu leur dis quoi ? Ça dépend du profil. Ouais. Et puis, j'essaye surtout de leur faire comprendre gentiment qu'ils doivent rester à leur place et garder leur rôle de parent, que c'est très, très important. Et chez les filles, tu vois, tu dis c'est plus safe, soyons honnêtes. Hein, c'est quand même vachement plus sympa. Par contre, il y a des problématiques qu'on n'a pas chez les garçons, du tout. Qui sont ? Par exemple, chez les filles, si on parle d'argent, leurs hommes ont du mal à intégrer que leurs femmes gagnent plus qu'eux. Ouais. Ça crée des problématiques qui n'existent pas chez les hommes. Quand les gamines ont 16-17 ans, c'est pas quelque chose qui se là, pose. je parle des pros, je parle des professionnels. Là, tu parles des pros. Quand tu es chez les professionnels, tu as des problématiques que tu n'as pas chez les garçons. Déménagement, par exemple, on en parlait, transfert, c'est plus difficile pour les filles à prendre en compte que pour les garçons. Et pour les familles, c'est pareil. Quand tu as une gamine de 14-15 ans que tu dois envoyer en internat, tu te poses plus de questions que quand c'est un garçon. D'accord. Voilà, les papas notamment, j'ai besoin de les rassurer, ils ont peur de ce qui peut se passer. Ok. Mais on est en train de vriller vers ça aussi pour les filles. Oui. Ok. Mais on sent qu'il y a quand même un petit peu moins d'agressivité. Oui, complètement. Même sur les matchs, il y a moins d'agressivité entre les enfants. Moi, je vois, quand je suis mes U15, mes U18, elles se rentrent dans la tronche, clairement. Ouais. Il y a moins d'insultes, il y a moins il y a moins une tension exacerbée que chez les garçons. Ouais, bien sûr, bien sûr. Question subsidiaire comme ça, pour toi, il y a trop d'argent dans le foot ? Ils font gagner beaucoup d'argent à d'autres personnes, aux personnes qui sont... Tu vois, là, le système fait... Après, bien sûr que si on prend la comparaison, est-ce qu'un footballeur doit gagner plus qu'un chirurgien pédiatrique ? Non, évidemment que non, ça c'est aberrant. Mais aujourd'hui, c'est le système qui est comme ça. Les joueuses et les joueurs font gagner de l'argent. Et donc, c'est pyramidal. C'est pyramidal. Il faut que ce soit dispatché correctement. Ouais. Après, tu vois, j'ai la chance aujourd'hui de côtoyer des personnes, par exemple, qui sont dans le basket. Tu accompagnes aussi des sportifs de basket ? Non, je discute avec des agents là, actuellement de basket. Par rapport à ce que gagne un joueur de Ligue 1 en NBA. Voilà, on parle d'autre chose. On parle encore d'autre chose. Donc là, on peut se dire on est vraiment dans la démesure. En fait, les gens se font tout un monde, mais moi, j'ai aussi accompagné quelques joueurs de foot, Ligue 1, Ligue 2, pour développer leur patrimoine. Et je me suis retrouvé aussi, au départ, quand tu connais pas bien un petit peu, tu étudies un petit peu leurs finances pour voir un petit peu ce qui les
possible de faire, mais on passe de joueurs qui gagnaient plus de 100 000, 150 000, 200 000 euros à la moyenne finalement de joueurs qui jouent en Ligue 2, même bas championnat Ligue 1. Ça tourne aux alentours des 10 000, 12 000 euros. C'est ça, exactement. C'est pas non plus extraordinaire. Non, sur une carrière courte. Et sur une carrière courte. Avec des sacrifices énormes. Des CDD. Oui. C'est vraiment que des CDD qu'ils ont et des remises en question permanentes. Et c'est un métier qui est très très dur. Le nombre d'élus est peu... Il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus, ouais. Tout à l'heure, tu vois, on parlait des pourcentages. Par exemple, l'Olympique Lyonnais à l'Académie, pour les jeunes qui étaient en formation, donc qui étaient en centre de formation, le pourcentage de réussite était de 7% et c'était l'un des plus hauts taux d'Europe. C'était top 3, 7%. Et on parle de jeunes qui sont au centre de formation, donc ils sont à rien de passer. Même si tu prends par exemple la génération qui a gagné la Gambardella il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques années, t'as aucun jeune qui a explosé depuis. Alors qu'ils ont gagné. Je vais revenir quand même avec toi sur les jeunes. Est-ce que tu penses pas qu'on est en train d'avoir quand même une courbe qui s'inverse? Alors tu m'as parlé pas des centres de formation, des écoles. Mais on n'est pas sur une courbe un peu plus, complètement différente. On voit une nouvelle génération, taux de rétention beaucoup plus faible, une sensation que les enfants font moins d'efforts, sont plus distraits que la génération d'avant. Un sentiment de papa et de ce que je constate moi au quotidien avec mon club de foot. Mais de te dire que... Est-ce que tu ne penses pas justement que les centres de formation étouffent, oppressent et finissent par bouffer la tête du gamin? Parce que c'est très dur, hein. C'est des petits... C'est des chacals entre eux, hein. Des gamins qui se piquent les godasses pour que le gamin arrive en retard. Tu connais ça? Bien sûr. C'est impressionnant. Nerveusement, c'est du bizutage quand tu arrives. C'est très très dur un centre de formation quand tu pars et que tu vas dans un centre de formation. Est-ce que tu ne penses pas que le gamin, finalement, à 16 ans, quand ça y est, commence à devenir autre chose, l'adolescence commence à se terminer, une usure. Et que finalement, il y aura de plus en plus de gamins qui auront cette croissance, je suis un joueur de régional, puis peut-être de national, et d'un coup, bam, je peux passer en Ligue 1, Ligue 2. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais c'est très juste. Et puis, il y a beaucoup de fatigue qui est accumulée. En fait, pour moi, c'est plus difficile d'être un amateur, d'être en centre de formation, que d'être un joueur professionnel. Un joueur professionnel, il vient, il s'entraîne le matin, il a fini, il mange, et puis après, peut-être aller des soins, une séance perso. Et sinon, la journée est terminée. Il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien à faire. Les amateurs, ils bossent la journée, ils vont s'entraîner le soir, etc. Et les gamins, c'est pareil, ils ont les cours en plus. Donc, il y a la fatigue des cours, parce qu'il y a toujours le double projet. Il y a la pression des entraînements. Il y a la pression de... par jour, 5 jours sur 7. C'est ça. Plus des fois des séances indives et tout. T'as la pression des clubs, t'as la pression des parents, la pression des scouts, des agents, de la famille, de tout ça, des potes, des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque même les gamins sont exposés. Et puis t'en as qui font... Qu'est-ce que t'en penses qui font une overdose justement totale. Des réseaux sociaux et de la mise en exposition de certains parents qui créent des comptes sur leurs gamins parce qu'ils font 3 bons dribbles. T'en penses quoi? Ça revient souvent. En fait, j'ai des gens qui m'envoient des messages et qui me disent, qui me demandent: salut Terence, est-ce que tu auras un contact d'un club? En fait, avoir un contact, ça te sert à quoi? Et c'est pareil, mettre des vidéos sur Instagram, ça te sert à quoi concrètement? C'est pas toi qui, en mettant une vidéo sur Instagram, va déclencher un transfert au Real Madrid. Il va falloir t'entourer de personnes Parce compétentes. Que ça, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des gamins qui ont été un peu observés comme ça. En fait, aujourd'hui, tu sais, tu as des vidéos qui ressortent de Mbappé quand il était gamin. De nous à Lyon, ça va être Ryan Cherki, etc. Mais ce ne sont pas ces vidéos-là qui ont fait qu'ils ont cette carrière-là. Mais les parents pensent qu'en envoyant des vidéos comme ça au club, au directeur sportif... Et il y a même un réseau social qui s'est créé juste pour ça. Hein, avec soi-disant des scouts, des coachs et donc... Ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas du tout, ça les intéresse pas. Les cellules de recrutement reçoivent X vidéos par jour, CV, ils en ont par-dessus la tête. Et en fait, il y a beaucoup trop de flux, beaucoup trop d'infos. Et sincèrement, c'est vraiment l'observation qui est importante. C'est surtout les personnes qui sont au bord du terrain qui vont faire remonter l'information, plus que les vidéos qui vont déclencher un suivi. Et pour un gamin, des fois, ça peut jouer à pas grand-chose. Tu peux passer à travers. Il passe à travers un match. Le scout était là au bon moment et il est passé à travers et il n'est pas vu. Un jour, je te raconte une anecdote. Je suis à Bourgoin-Jallieu. Moi, je suis originaire de Bourgoin-Jallieu, qui a battu Lyon en Coupe de France il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bravo FCBJ, qui s'est fait sortir par Reims. Mais voilà, pour une fois dans ma vie, j'étais pas pour l'Olympique Lyonnais, tu vois, j'étais pour Bourgoin-Jallieu. Et en fait, je suis à un match, je vais voir un jeune, Evan.
Il joue contre une équipe de la région grenobloise. Ouais. Et je suis avec un agent très réputé qui est là pour voir des joueurs et éventuellement recruter, de part et d'autre. Ok. Il y a des joueurs qui l'intéressent, on discute au bord du terrain. Il y a 2 joueurs, un de chaque côté d'ailleurs, qui l'intéressent vraiment. Et puis, le club de Grenoble déclenche une bagarre générale. Et donc, l'agent prend ses clics, ses claques et part. Donc, en fait, ce gamin-là, il ne sait pas, c'est que ce jour-là, il passe à travers à cause d'un truc, tu vois, extra-sportif. Voilà, il n'a pas su contrôler ses nerfs. Voilà. C'est pour ça, en rigolant, il m'a dit il va falloir que tu le prennes en main éventuellement. C'est intéressant ça. Lorsque tu recrutes ou lorsque tu scoutes un enfant ou une gamine, vous prenez en compte son éducation, prenez en compte son parcours scolaire. Ouais. Et aussi savoir comment aller globalement bien dans sa tête. Oui. C'est important. Et aussi comment elle réagit en match. Ça fait aussi partie des points. Complètement. Complètement. Je te dis carrément à l'Académie, à l'Olympique Lyonnais. Alors, c'était le seul club jusqu'à l'année dernière, je ne sais pas aujourd'hui, mais c'était le seul club qui avait une cellule mentale. Tu passes par la cellule mentale et on voit si tu sens qu'elle n'est pas prête, si elle est fébrile, on capable de lui dire stop. Ouais, clairement, ouais. Okay. Clairement. J'ai même déjà aussi des recruteurs qui m'ont dit, de clubs professionnels, qui m'ont dit on ne prend pas un joueur parce qu'on ne se tape pas sa famille, le père au bord du terrain tous les week-ends, c'est hors de question. Donc on ne prend pas le gamin. Ça, c'est intéressant que tu le dises, parce que à tous les parents qui, justement, sont là en pression, en disant mon fils, c'est contre-productif. Ma fille, il pollue peut-être l'avenir de son fils qui a peut-être un talent et qui pourrait peut-être être choisi. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas envie de se polluer. Même des clubs professionnels n'ont pas envie de se polluer avec des familles trop intrusives. C'est abominable et tu n'as pas envie d'avoir ces gens-là tous les week-ends au bord du terrain qui disent tout et n'importe quoi, qui donnent des consignes à l'inverse de celles du coach, tu vois, et puis qui vont sans arrêt te poser des questions, te faire perdre une énergie mentale, pas possible. Moi, j'ai envoyé mes enfants à Clairefontaine pour les stages. Malheureusement, ils ne sont pas à l'INF. Pour l'instant. Et la frustration du père. J'ai un ami qui était en Ligue 1, tu vois. Et une fois, je lui pose la question, c'est qui le joueur le plus difficile que tu as joué ? En fait, il me répond Valbuena. Parce qu'en fait, il est difficile à comprendre. Il avait joué contre lui, contre Marseille. Et il dit, en fait, il est... Après, centre de gravité très bas. Ouais, centre de gravité très bas. C'est pas un mec, comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un mec que tu as en sparring partner à l'entraînement. Et puis, c'est pas un mec qui a eu un cursus aussi footballistique classique. Non, clairement. Qui vient pas de centre de formation. Il est arrivé frais ou en cuiseau, si je dis pas de bêtises, repéré par Anigo à l'époque. Je connais bien, suivi Marseille. Il nous a trahis chez les Lyonnais, mais ils s'en souviennent. Ils l'ont pendu. Ils s'en souviennent certainement. Ouais. C'est le folklore du foot et de Marseille, c'est ça qui fait. Mais on parlait un petit peu, comme je te dis, moi j'ai un enfant avec des capacités et un autre qui n'est pas né avec les mêmes capacités. Et tu me disais un petit peu, il est possible de travailler même sans ses capacités, il est possible d'accéder à quelque chose. Et tu me parlais de poste. Oui, en effet, et je pense sincèrement que le football, c'est un métier qui s'apprend à certains postes. Je disais normalement, notamment au milieu de terrain, surtout au numéro 6 par exemple. Vraiment, ça s'apprend. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas des qualités athlétiques. Là, tout de suite, par exemple, ce qui m'est venu en tête, alors il en a d'autres, par exemple, c'est N'Golo Kanté, et il ne va pas être super fort de la tête. Par contre, c'est un mec qui court 12 km par match, c'est une machine. Il avait la technique. Il avait un peu de technique, mais il a eu un parcours très difficile. Et d'ailleurs, personne n'en a voulu. Oui, personne n'en a voulu. Ouais. Il a eu un démarrage très difficile. Après, ce qui est intéressant avec les jeunes aujourd'hui à qui on décèle un haut potentiel, HPI, même TDA, TDAH, même parfois, faut comprendre que parfois, ce qui peut être, entre guillemets... j'ai envie de dire, une gêne, un handicap même, voilà, j'allais dire handicap, dans le sport de haut niveau, ça peut être un super pouvoir, parce qu'ils sont capables de voir des choses que les autres ne voient pas. Ouais. Un mec comme Messi voit des choses que les autres ne voient pas. Xavi, Iniesta, ils voyaient des choses que personne ne voyait, quoi. Ils ont des capacités quand même hors normes et qu'il faut développer. Après, ce qu'il y a aussi, c'est le timing. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément concentrés tout le temps. C'est ça. C'est là où, en tant que préparateur mental, moi, je travaille beaucoup sur la... Même Asperger. Et effectivement, il voit les choses Alors, j'ai 2 enfants. Je te dis, celui qui a un peu plus de difficultés, mais qui est un charbonneur, un travailleur et qui est passionné par ça. Puis un autre qui est là sans être là, mais qui, techniquement, c'est incroyable.
et il voit les choses avant tout le monde, mais d'un coup, il peut s'arrêter net. Comment tu coaches justement un gamin comme ça? Là, on fait un gros travail sur la concentration. On met à disposition des outils. La préparation mentale, c'est ça la différence avec la psychanalyse, la psychothérapie, ces choses-là. En fait, on ne fait pas trop la différence. Souvent, on me dit, mais t'es psy du coup? En fait, ça n'a rien à voir. On donne des outils et les outils, il faut les intégrer et après en match s'en servir. Donc des outils de concentration, de gestion des émotions aussi. Mais quand tu as des gamins comme ça qui font attention à tout, quelqu'un dans les tribunes peut les perturber. Ah oui. Un écran qui clignote, un écran géant qui clignote peut les perturber. Ah, bien sûr. Et dans ce cas-là, il faut leur donner des outils qui leur permettent de se remettre dans leur bulle. Mon fils qui me demande de venir, mais d'être caché. Oui. Parce qu'il ne veut pas avoir la sensation de voir un de mes regards où je fronce un sourcil, ou il veut que je sois caché. Ouais, et tous les gamins, tu vois, sont différents. C'est ça qui est important aussi faut que les coachs et les parents comprennent que tous les gamins sont différents. Tu as des jeunes, tout à l'heure on parlait de recruteurs, tu as des jeunes, tu leur dis qu'un recruteur va venir et il s'effondre mentalement. Et tu en as d'autres qui vont faire le match de leur vie. Donc il y en a à qui je peux le dire, il y en a d'autres, on ne dit pas, on se cache, on reste loin, on se fait discret. Tu m'as parlé du projet qu'on connaît tous, le projet Mbappé. Moi j'ai le projet Bacha. Tu as le projet Bacha, mais moi j'ai découvert un autre projet Guardiola. D'entraîneurs de U6, U7, U14, ce que tu veux, de petites divisions départementales qui se prennent pour des Guardiola. Et qui parce que ça va regrouper un petit peu avec ce que tu fais et justement comment tu amènes un joueur à performer. Ces éducateurs-là qui ont globalement, peut-être le BMF, ce qui est le diplôme pour coacher ce genre d'équipe, parfois ils se pensent plus sur Football Manager que sur de l'individuel avec les émotions, la pédagogie, l'appréciation de la personnalité de l'enfant, son sentiment du moment, comment ça se passe chez lui, etc., etc. Et ils font des équipes comme s'ils étaient sur Football Manager. C'est vachement dangereux. C'est dangereux, c'est un manque d'éducation et de formation, clairement. Clairement. Tu penses que les éducs sont mal formés dans les clubs de clairement. Football ? Et même, je trouve ça aberrant que pour coacher des adultes, tu aies des diplômes qui soient plus importants que chez les enfants. Je veux dire, normalement, pour encadrer des gosses, tu devrais avoir un diplôme supérieur. Tu devrais être vraiment formé, la fédération. Le problème aujourd'hui, c'est accompagner des gamins avec des modules. Oui, alors oui, clairement. Alors moi déjà, il y a Nasser Larguet qui avait dit quelque chose d'intéressant, c'était une référence dans les centres de formation, si je ne dis pas de bêtises, évidemment à Marseille, qui avait dit un bon éducateur déjà c'est un papa. C'est de se dire j'ai des enfants, je sais ce que c'est, parce que t'as des gamins qui sont vachement réceptifs à lui hurler dessus, à le motiver, à une motivation agressive. Tu l'as peut-être déjà fait, tu as peut-être déjà été confronté à un gamin où il fallait lui rentrer dans la gueule parce que sinon il ne se réveillait pas. Et tu as des gamins qui, auditivement, dès que... tu ne sais pas en plus ce qui se passe chez lui. Peut-être que son père lui gueule dessus, exactement. Peut-être c'est un enfant frappé, peut-être que tu ne connais pas son cursus, sa vie, et la sensibilité est plus exacerbée. Clairement. Et si tu cries dessus, tu l'éteins. Et en fait, l'uniformisation, de ce projet justement Guardiola, où les mecs font des compos comme s'ils allaient jouer la Ligue des Champions, alors que foot à 8, tu montes ou tu descends pas, c'est la même chose. Tu vois, tu joues même pas en Ligue en foot à 8. Donc moi ça me fait peur aussi. Tu vois. Et moi, ce qui me fait halluciner, tu vois, c'est que par exemple, à l'OL Academy, tu prends des coachs, même il doit être en U15, Cyril Dols, par exemple, qui est un super éducateur. Il va plus te parler de notion de plaisir que des coachs amateurs qui vont parler de tactique à des gamins qui comprennent même pas quel numéro ils ont dans le dos et ce que ça veut dire, quoi. C'est complètement dingue, complètement aberrant. Et c'est pareil, c'est des coachs qui ont besoin d'exister, qui ont un projet, mais ils s'y prennent mal en fait. Ils devraient plutôt se former et surtout comment comprendre les gamins et s'adapter. Tu sais, on a un ami en commun qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est Fabien. Fabien qui est avocat, que j'ai en client, et on n'a jamais la même séance avec Fabien. Et à chaque fois, il m'a dit une fois, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es comme un tailleur, si tu te rends compte que tu n'as pas le bon outil, tu poses l'outil, tu prends un autre outil.
Et en fait, c'est ça un coach. Et des fois, je vois des coachs avec des plans, des trucs qu'ils ont préparés. Peu importe les gamins qu'ils ont sur la session, peu importe ce qui se passe le jour de l'entraînement, ils appliquent ce qu'ils ont dans leur carnet. C'est pas ça, être coach. Être coach, c'est justement avoir cette sensibilité, de se dire, non, ça, aujourd'hui, j'avais prévu ça, mais on va pas faire ça parce qu'ils ont fini trop tard à l'école, ils sont pas connectés, parce qu'il y a trop de blessés, parce que ceci, parce que cela. Il faut prendre tout ça en compte, mais pour ça, il faut être formé. Et j'espère que ça va évoluer, mais je comprends aussi la problématique des clubs. C'est que les petits clubs de campagne, notamment, ils prennent les éducateurs qu'ils trouvent, c'est-à-dire des bénévoles. Mais globalement, il y a des éducateurs qui ont le BMF, qui normalement est le diplôme qui te permet d'encadrer quand même, mais qui manque cruellement de pédagogie. Complètement, ouais. Et ça. Et on comprend pas trop aussi la différence entre pédagogie et andragogie. Pédagogie, tu t'adresses à des gosses. Tu n'as pas le même discours que quand tu t'adresses à des adultes. Exactement. Clairement. Et moi, je l'ai vu à titre personnel. Moi, pendant 3 ans, mon fils qui rêve de devenir footballeur a été encadré par justement le projet Guardiola. Un éducateur qui était vraiment dans le projet Guardiola. Et sa progression, elle s'est pas faite. C'est-à-dire qu'on lui a jamais expliqué comment tu mets ton corps, on l'a jamais pris soin de ses émotions, de comment il va, est-ce qu'il y a une discussion, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ça a été très dur. En fait, c'était des coachs qui s'estimaient dans un club, en plus de ça, avec un niveau qui n'est pas fou, mais comme s'ils étaient dans un centre de formation. Et c'est très dangereux, en fait. Ouais. Tu peux casser émotionnellement des enfants qui, encore une fois, passer du foot à 8, foot à 11... Tu as des petites pépites en foot à 8, ils ne sont plus personne en foot à 11. C'est ça qui est impressionnant avec le foot. On en revient avec cette histoire de popcorn, en fait. Ouais. Tu ne sais jamais quand ça éclate. Tu sais jamais quand ça éclate. Ouais. Et c'est bien, parce que tu le dis aussi. Moi, quand j'ai emmené mes enfants à Clairefontaine, tous les stages, quand ils vont les faire là-bas, c'est plaisir. Ouais. Venez pas nous parler d'autre chose. On est là pour plaisir. Et tu l'as vu ou pas, toi? Tu l'as constaté de manière empirique, plus les gamins venaient avec la banane, le sourire, le machin, plus tu avais une notion de il va devenir quelqu'un. Tu l'as vu ça? Clairement, ouais. Vraiment. Clairement. Pour réussir, de toute façon, il faut être heureux, quoi. Il faut être heureux, il faut t'épanouir, il faut t'amuser. C'est un jeu, encore une fois. C'est différent, par exemple, sur ce point des sports de combat. Au sport de combat, tu es vraiment dans la baston, la combativité, l'acceptation de prendre des coups, etc. C'est plus un sport. D'ailleurs, j'en suis totalement sorti parce que quand tu t'intéresses aux sciences cognitives, tu te dis, bon, on va s'éloigner un petit peu. Je vais pas cracher dans la soupe. J'ai vécu de belles années avec ça. Mais aujourd'hui, je reste loin de ça. Le foot, c'est un jeu. Et pour gagner, il faut s'amuser. Donc, si on va passer à d'autres sujets, mais vraiment, si on fait une petite synthèse là, de ce qu'on s'est dit, les parents, faites très attention à pas mettre la pression à vos gamins parce que vous pouvez les tuer émotionnellement. Faites attention également parce que si votre rêve, c'est de l'envoyer en centre de formation ou faire en sorte qu'il soit repéré, vous inquiétez pas, scout, coach, recruteur, ils vous regardent. Oui. Donc, distance. Oui. Distance avec les enfants et surtout la notion de plaisir avant tout. Laissez-les s'exprimer et puis vous verrez bien. Et le foot, en plus, pour être honnête, t'as quand même beaucoup de gens qui sont au bord des terrains, t'as beaucoup de gens qui regardent. Ouais. Et un jour, j'ai un agent qui m'a dit, tu sais, dans le foot, si t'es bon, même si t'es en Amazonie, on va finir par te trouver. Ouais. Et tu vois, tu dis, c'était intéressant ta métaphore du popcorn. Moi, j'accompagne un joueur, Hugo Tignel. Tu sais, depuis, on a fait une série documentaire, Let's Go. Je suis allé chercher, il était en échec en Espagne. En France, c'est en Angleterre, il l'appelle Maverick, tu vois, un non-conformiste. Okay. En France, il a fait des conneries, tu vois. Des fois, il a pété les plombs, il s'est allongé sur le terrain, etc. Un cantona, quoi. Ouais, okay. Il n'est pas raccord avec son époque. Okay. Dans les années 90, ce serait une superstar. Okay. Là, c'est pas un gamin que tu mets dans un centre de formation. Les centres de formation ne veulent pas ce type de gosse. Okay. Sauf que c'est un super athlète grâce à ça aussi, en fait, tu vois. Il est allé en Espagne. Ses parents déménagent en Espagne, il les a suivis, plus ou moins. C'est plutôt même l'inverse. Et en Espagne, c'était pas du tout adapté à lui. Lui, c'est un joueur athlétique, kick and rush, tu vois. Et j'ai fini par réussir à le faire intégrer West Ham, U23, programme international. Et là, il a trouvé son football. Et là, il a explosé. Ça y va en plus. Hein, ouais, ça y va. Mais il est dans son élément. Tu vois, il est vraiment comme un poisson dans l'eau. Et là, il adore. Et en fait, sans parler de vidéos, sans parler de rien, c'est qu'au bout de 2 mois qu'il était à West Ham, les recruteurs, les scouts, les clubs ont commencé à me contacter. Voilà, encore une fois, il est dans un programme international, il est même pas à l'académie de West Ham, il est dans un programme parallèle. Mais il y a des observateurs tous les matchs, donc forcément il est vu. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs clubs professionnels qui m'ont fait des offres pour le signer.
Voilà. Et il a 23 ans. 23 ans. Et des fois, j'ai des gamins de 17 ans qui m'appellent et qui me disent Terence, ça va se terminer pour moi dans le club pro. Ma carrière est finie. Les gamins, ils sont bord de la dépression déjà. Ils sont même pas encore arrêtés, ils sont déjà en dépression presque, tu vois. Non, c'est pas fini. C'est juste que c'est pas ton moment. C'est pas le timing. Bah, tu auras besoin d'un peu plus de temps. Ok, super. Super. Alors, retenez bien ça, les parents. Laissez éclore les pop-corns. Ouais, vraiment. Laissez faire vos enfants. Puis le plus important, il veut être footballeur aujourd'hui, il veut être danseur ou charcutier demain, peu importe. Et puis tu vois, tu as des éducateurs qui sont bien formés, qui vont mettre un ancrage à un gamin, qui vont planter une graine et les parents ne comprennent pas. Donc tu as un éducateur qui va dire quelque chose et les parents vont s'offusquer. Mais en fait, s'il l'a dit, c'est pas pour rien. Il va falloir que ça fasse le chemin et pas dans la tête des parents, dans la tête du gamin. À quel moment, à ton avis, un joueur a besoin d'un coach mental comme toi ? Ça dépend, honnêtement, ça dépend du profil, mais je pense qu'à partir de 12-13 ans, quand ça joue à un haut niveau, je pense qu'il faut commencer à être accompagné. Quand tu dis haut niveau, c'est national. Ouais, quand tu es dans un club, un top club, tu vois, R1A, des choses comme ça. Déjà, R1A, il faut que tu sois accompagné. D'accord. Après, des fois, très sincèrement, moi j'ai des parents qui m'appellent pour des gamins qui jouent dans des clubs de campagne et tout. Laissez-le juste prendre du plaisir. Et s'il évolue, comment tu gères la pression du gamin, justement, qui a toute la famille et que tu prends en main, mais que tu as toute la famille qui dit. Qui t'appelle tous les 4 matins, alors il signe quand, alors on en fait quoi Ça c'est le plus dur pour moi parce que c'est moi du coup qui fais tampon. Gérer les familles, c'est 70% de mon travail. Je gère plus les familles m'écrivent plus que les athlètes. C'est le côté négatif du job. Ouais, vraiment. Ouais. Les familles ont vraiment du mal à rester à leur place. Une maman c'est une maman, un papa c'est un papa, le coach mental c'est le coach mental. Et parfois ils ont l'impression de mieux connaître le foot que toi. Moi, j'ai jamais eu droit à ça. Mais c'est plus les coachs quand ils sont pas dans les compos. Moi, je fais pas les compos. Donc on peut pas critiquer mes choix. Mais forcément, quand tu as un gamin qui se retrouve remplaçant, bah le coach le papa veut expliquer ou la maman veut expliquer le foot au coach. Moi, j'ai pas le droit à ça, heureusement. Qu'est-ce que tu peux débloquer on va reprendre l'exemple de Salma, par exemple. Qu'est-ce que tu as débloqué chez elle qui a fait que c'est passé d'une joueuse bonne joueuse à potentiel à un tigre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé en elle? Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur qui a tout changé? En fait, Selma, je disais, elle a été championne avant de me rencontrer. Et ce que je dis souvent quand je travaille avec des athlètes accomplis, c'est que je leur dis, tu sais, en boxe, c'est difficile de gagner une ceinture, mais le plus dur, c'est de la garder. Parce que forcément, tu te lasses, comme dirait Rocky, tu t'embourgeoises, entre guillemets. Voilà, et c'est dur de se remotiver quand tu as gagné des titres. D'autant plus qu'elle reste dans le même club, puisque c'est le top club, donc elle reste dans le même club. Donc il faut retrouver de nouveaux challenges et il faut avoir faim. La chance que j'ai, c'est que elle a déjà le feu. Moi, j'avais juste à souffler pour, en faire un incendie. D'accord. Donc, je lui donne des cours de boxe, justement. On travaille beaucoup sur la combativité. Mais en même temps, je fais très attention à ce qu'elle ne tombe pas dans l'excès de l'autre côté. Parce qu'elle peut te faire un Zidane en finale de Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire. On l'a vu en équipe de France. Des fois, elle est borderline. Et qu'elle tacle une nana, tu vois dans ses yeux... elle va la démarrer, quoi. Par exemple, Selma, tu vois, elle a pour habitude... Voilà, premier duel, elle veut montrer à son adversaire qui elle est. Mais si premier duel, tu prends un rouge... Un peu à la Kobe Bryant. Exactement, il faut que tout de suite... avec son coéquipier, je sais plus, c'était aux Jeux Olympiques, il me semble. Alors, je vous mettrai dans les commentaires si je me trompe d'anecdote, mais il explique à ses coéquipiers, vous inquiétez pas, je m'en charge tout de suite. Il arrive, 10 secondes de jeu, il va mettre un tampon, il éclate la gueule de son pote et de son coéquipier pour lui faire comprendre, là ça y est, on n'est plus en adversaire. Et elle est comme ça. Oui, elle est vraiment comme ça. Donc il faut arriver à tempérer. Tu vois, l'inverse, où je vais me retrouver avec des profils où je vais vraiment travailler sur la combativité. Selma, c'est plus l'inverse. Par exemple, elle fait un match, même elle fait des fois un super match. Elle a perdu un ou deux duels. Elle sort du match hyper frustrée. Il y a eu victoire. Elle a une super note. Et malgré ça, elle sort hyper frustrée. Et à un moment donné, la nana est passée. Elle s'est fait passer et elle a les boules, elle retient que ça du match. Tu sais, c'est comme les gamins sur les réseaux sociaux, on leur dit qu'ils sont beaux, ils retiennent pas, on leur dit du mal, ils retiennent que ça. Et là, c'est pareil, elle retient que le négatif. On reviendra aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est important sur la gestion très émotionnelle là-dessus. Comment tu fais pour un gamin
qui, justement, à contrario, parce que moi, tous les joueurs, pro, maintenant, on commence à vieillir, ça devient des gamins, mais même pour un qui a justement cette différence qu'une Salma a, c'est-à-dire là, tu l'as réfréné, peut-être même dans certains excès, et un qui a du mal à aller au duel, au contact, au physique, alors que c'est le game changer pour lui. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives à le booster pour qu'il aille... un enfant ou un adolescent ou un adulte gentil, tu vois, un gentil sur le terrain. Alors, si je reprends les propos d'Akour qui ont tourné un peu sur les réseaux sociaux, alors que sur un terrain, il ne faut pas être gentil. Non. Comment tu fais pour l'amener à aller au duel, aller à la bagarre? Il faut lui donner goût au sang. Et je fais ce que j'appelle moi... Ouais, vraiment, soyons honnêtes. À un moment donné, on va dire les termes. Il faut lui donner goût au sang, la vérité. Et moi, je fais ce que j'appelle je fais de la préparation mentale opérationnelle, j'appelle ça. C'est-à-dire, je les prends en entraînement de foot, mais avec des PAO et tout, et on va au contact, contact au foot, c'est-à-dire. Mais par contre, je leur mets le bouillon à l'entraînement. De toute façon, tu joues à l'entraînement comme tu joues en match, comme tu t'entraînes. Donc à l'entraînement, je leur mets une grosse pression, gros stress, je les chicote énormément. Énormément. Tu peux même leur mettre un mec dessus qui fait mal, qui fait très mal. Qui fait très mal. Et tu penses que ça leur débloque quelque chose? Ouais, à un moment donné, ça débloque Ils se disent quoi, à ton avis? Ils se disent j'en ai marre de me prendre des coups. Ouais, c'est lui ou moi. Quand tu comprends que c'est toi ou lui, tout bascule. Ok. Tout bascule. Et je pense que par exemple, tu vois, c'est ce qui a manqué à Neymar. Neymar, il aurait pu faire une carrière exceptionnelle, sauf qu'il n'avait pas le goût à la baston. Tu crois qu'il n'avait pas de goût à la baston? Non, j'en suis persuadé. Et je pense qu'il est passé à côté de sa carrière totalement, qu'aujourd'hui, ça devrait être l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire, quoi. Toute l'histoire. Et le Brésil devrait avoir gagné un titre ces dernières années, quoi. Avec lui. Après, il était peut-être aussi fragile. Oui, mais forcément, c'est aussi le mental qui contrôle le corps. Après, les Brésiliens, la fête. Je veux dire, Selma, l'année dernière, elle s'est arraché les ligaments de la cheville l'hiver. Elle a fini la saison, elle a fait les Jeux Olympiques comme ça. Elle s'est fait opérer cet été. Voilà. C'est la tête. La tête contrôle le corps. Quand tu deviens professionnel, tu sais que tu vas être blessé, tu sais que tu vas jouer blessé. T'en as qui l'acceptent, t'en as qui l'acceptent pas. Et comment tu déclenches ça? T'as des gamins qui vont l'avoir depuis qu'ils sont petits parce que c'est leur éducation, et t'en as d'autres à qui il faut les faire intégrer. Il faut intégrer ça, Ça fait mal le foot, c'est un sport de contact. Tout le monde pense l'inverse, mais attention, ça fait très mal. Et puis t'as des gamins qui viennent pour faire mal. C'est ça. Et puis par exemple en boxe, moi souvent on me dit oui, mais toi t'as combattu sur des rings et tout. T'es arrêté, entre guillemets, t'as pas d'amplitude. Quand t'as un mec qui est lancé, qui veut te faire mal et qui te tacle par derrière, c'est autre chose. Oui, parce qu'on a dans l'inconscient des gens qui connaissent pas beaucoup le football, quand ils voient un mec se rouler 3 fois par terre, alors t'as des simulateurs, bien évidemment. Bien sûr. Mais effectivement, le contact en plein effort, en pleine extension, en plein... Oui, comme tu dis, un par derrière peut te ruiner très facilement. C'est un sport qui est très dangereux aussi. Clairement. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que sur cette casquette d'agent de joueur, une anecdote un peu particulière que tu as vécue sur un transfert un peu soit difficile, soit amusant, soit... Tu as une anecdote à nous partager à travers ça? Je suis pas agent depuis longtemps. Ouais. Mais sur des discussions qui se sont établies et qui t'ont interpellé ou... En fait, surtout, moi, ce qui m'a beaucoup surpris ces dernières années, où je disais, en fait, j'ai passé ma licence parce que je prenais le rôle des agents. Et parfois même, je vais être honnête, sur des périodes de mercato, certains agents ne répondent plus à leurs clients parce que financièrement, ça les intéresse pas, notamment avec les filles. Il n'y a pas assez d'oseille à faire, soyons honnêtes, voilà, je le dis. Parce qu'un agent, globalement, il prend 10% du salaire de la transac en France, et il prend 10% du salaire. En fait, tu prends 10% du salaire en France si tu représentes le joueur. Mais éventuellement, tu peux représenter le club qui vend. Dans ce cas-là, tu prends 10% de la transaction. Mais tu ne peux pas représenter le club qui vend et ton joueur. Ce n'est pas possible. Par contre, tu peux représenter éventuellement ton joueur et le club qui achète. Mais par exemple, à l'étranger, ce n'est pas 10%, c'est 3%. C'est 3% pour le joueur. Si tu représentes les deux, ça fait 6. 6% d'un petit salaire, entre guillemets, parce qu'on pense à Cristiano Ronaldo, 6% de Cristiano Ronaldo, c'est énorme. 6% d'un joueur bas de zone de Ligue 1, c'est rien du tout. Donc, ça ne les intéresse pas. Et donc, je me suis retrouvé, moi, à faire des négoces alors que j'étais le préparateur mental, tu vois, parce que les agents ne répondaient plus. Tu penses qu'ils sont mal accompagnés
dans justement tout ce qui entoure le financier, tout ce qui entoure la structuration d'après-carrière. Tu penses que les gosses sont mal accompagnés ou justement que le monde qui gravite autour est très dangereux? Encore une fois, il y a des profils différents. Tu as des personnes qui vont être bien éduquées et qui vont avoir des personnes bienveillantes. Par exemple, moi, Selma, elle a un papa fabuleux qui reste son papa et qui l'accompagne dans la vie de tous les jours, et ça, c'est top. Et puis, à côté de ça, en effet, tu as des joueuses que je ne vais pas citer, qui ont un entourage néfaste et qui essayent de gratter et qui, malheureusement, leur font parfois faire des choix... totalement stupide même. Un peu l'histoire à la Pogba. Soyons honnêtes. Hein. Mais totalement stupide. Et ça, c'est Pogba, c'est très médiatisé parce que c'est Pogba. Ouais. Mais c'est beaucoup, même des gamins qui jouent en national. Ouais. Tu sais, moi je dis aux jeunes aujourd'hui, pour qu'ils s'éclatent, surtout quand ils sont vraiment jeunes, il faut qu'ils jouent, quoi. Ouais. Et parfois, tu as des clubs qui veulent recruter la personne parce qu'ils ont besoin. J'ai besoin d'un numéro 10, je veux qu'il vienne chez moi, je veux en faire la pierre angulaire, tu vois, vraiment, je veux me servir de lui, quoi. Sauf qu'à côté de ça, tu as un club qui veut faire une transac beaucoup plus intéressante financièrement, mais tu vas être numéro 2, numéro 3. Et forcément, les familles vont te diriger vers cette transac. Et puis le gamin, au bout de 6 mois, il t'appelle, il te dit « je suis en dépression, qu'est-ce que c'est que cette affaire dans laquelle tu m'as mis ?» Donc tu te retrouves, tu vois, à porter le chapeau, alors qu'à la base, c'était pas du tout ce que tu conseillais. Moi, ce que je conseille toujours, je reste dans l'humain, tu vois, c'est d'aller là où on te veut. Quoi. Oui, là où on te veut. Là où on te veut. Ouais, complètement. Ouais. Et je refuse, tu vois, de jouer le jeu de certains agents. Je ne vais pas te dénoncer, mais il y a des travers terribles. Ce qui fait que parfois, tu te retrouves avec des équipes où c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui jouent, où justement, effectivement, comme t'expliquais, tu as des enfants qui sont brisés ou des jeunes hommes qui sont brisés ou jeunes femmes qui sont brisées en termes de carrière parce qu'il y a des deals obscurs qui s'opèrent dans leur dos, finalement. Bien sûr. Pour les intérêts des agents, pour les intérêts parfois des directeurs sportifs, parfois pour les intérêts de certains membres de la famille, c'est complètement dingue. Okay. Tu sais, là, j'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, j'étais au Raja Casablanca, qui a malheureusement une crise, qui est un très grand club, le Raja Casablanca. Ouais. Et en fait, je suis avec un ami, Yacine Benalal, et on se fait arrêter par la police. D'accord. Okay. On se fait arrêter par la police, et le flic lui dit... Voilà, je vais te mettre une amende, je te dis au hasard, je ne me souviens plus, 350 dirhams. Et Yacine, il dit, ok, mets-moi l'amende. Et le flic lui dit, donne-moi 200 dirhams. Et Yacine lui dit, non, donne-moi l'amende. Je te dis, donne-moi 200 dirhams et tu repars. Yacine dit, je lâche pas l'affaire, donne-moi l'amende. Il dit, en fait, dans ce pays, tout le monde se plaint de la corruption, mais tout le monde joue le jeu. Ouais. Tu vois. Et ben c'est vraiment la ligne de conduite que je veux avoir dans le milieu. Bien sûr qu'il y a des parents qui m'appellent, bien sûr qu'il y a des clubs, des directeurs sportifs qui essayent de me parler de certaines choses. Et je reste inflexible et incorruptible. Je dis non, je dénonce pas, parce que je n'ai pas été élevé comme ça. Je ne dénonce pas, mais par contre, je n'entre pas dans ce système-là. Je refuse de rentrer dans ce système-là. Quand tu prends un enfant, que tu vas l'amener au haut niveau, tu le conseilles quand même sur les choix. Alors, si tu peux pas l'avoir en tant que toi agent, parce que il sera soumis à un transfert, il est pas soumis à un transfert français. Tu conseilles des agents, tu conseilles des personnes, des avocats. Il y a quand même des gens dignes de confiance. Il y a des gens fabuleux, bien sûr. Dans ce milieu-là. Ouais, il y a des gens fabuleux et il y a des joueurs français qui créent un patrimoine exceptionnel, qui travaillent très très bien. Parfois des membres de la famille. Par exemple, Adil Rami, j'ai l'impression que sa sœur fait du très bon boulot. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Souvent on s'en prend aux familles. Pendant très longtemps les frères Anelka c'était les boucs émissaires. Non, ils ont fait du bon travail, les frères Anelka, sauf qu'ils étaient non conventionnels et il y en a d'autres qui n'ont pas eu la part du gâteau, donc ça dérangeait en fait de voir des gens arriver comme ça, mais en réalité ils ont fait du bon boulot. En parlant de ça, tu penses que c'est comment te dire, c'est encore très poussiéreux, FFF, le milieu du foot, très avec une mentalité bien particulière. Tu vois, on parle des frères Anelka, ils ont subi, tu dis non conventionnel, c'est non conventionnel aussi de la situation d'où ils venaient, de qui ils étaient. Il ne faut pas non plus oublier leur couleur de peau, etc., etc. Tu penses que... Alors, c'était il y a maintenant... Oui, c'est une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est encore très, très sclérosé à plusieurs endroits au
au niveau des districts, au niveau des ligues, au niveau de la FFF. C'est quoi ton avis là-dessus? Non, je pense que ça. En France, en France, on a beaucoup évolué. Il y a d'autres pays, par exemple l'Espagne, l'Italie, ça reste encore un peu plus archaïque. D'accord. La France, on a quand même beaucoup évolué. On a quand même la possibilité, accès quand même aujourd'hui à pas mal de choses, notamment à la formation, à l'éducation, qu'on n'a pas dans certains pays. Et aujourd'hui, l'ascension sociale est mieux vue en France, un peu sur le système, tu vois, la copie du système américain, l'American Dream, tu vois, la française. Mais quand tu vois par exemple les parents d'Mbappé qui gèrent leur fils et qui le gèrent très bien. C'est une bonne image. Ouais, c'est devenu une acceptation. Mais nous, on a connu des années où c'était pas du tout le cas. Ouais. Et tu payais, soyons honnêtes, on peut le dire, tu payais tes origines, tu payais. Moi, je suis d'origine polonaise, tu vois. En Pologne, ils étaient fans d'un joueur qui s'appelait Raymond Kopaski. À qui on a changé le nom, Copa, parce que ça faisait pas assez français. Voilà, c'est les époques qu'on a connues. Aujourd'hui, non, ça a vraiment évolué et le football est entré dans un autre monde. Beaucoup de choses, qui a été un grand joueur, Raymond Kopa. Ouais. Et pour les jeunes qui regarderaient ce podcast, Raymond Kopa, c'est une vraie légende. Ouais. On va rebondir là-dessus un petit peu, mais comment justement un joueur doit, pour toi, il doit la préparer pendant sa carrière? Parce qu'ils ont quand même du temps. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des joueurs. Tout à fait. Je trouvais même d'ailleurs qu'ils ne s'entraînaient pas assez, à mon sens. Certains... Je trouvais même qu'ils ne faisaient même pas l'effort tu vois, de prendre des préparateurs externes. Parce qu'en fait, les clubs, j'avais pas la sensation qu'ils avaient beaucoup d'entraînement par semaine. Tu disais c'est plus simple d'être un footballeur pro parce qu'ils ont moins d'efforts à faire qu'un footballeur amateur. Mais est-ce que tu penses que c'est pendant justement cette carrière qu'il a du temps, qu'il doit préparer son après-carrière, pas attendre que ce soit fini? Souvent, ils s'y prennent trop tard. Ils sont tellement passionnés qu'au final, ils se rendent compte des choses beaucoup trop tard. C'est pareil, les nouvelles générations sont mieux éduquées par rapport à ça. Mais l'important surtout, c'est que ces personnes soient bien accompagnées et aussi leurs agents doivent faire leur job et faire en sorte... Alors, tu as des agents qui sont très compétents sur la gestion du patrimoine, des biens, etc. Donc, ils peuvent les accompagner. Tu en as d'autres comme moi. C'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment axé sur le sportif. Dans ce cas-là, il faut les mettre en relation avec des personnes comme toi et faire en sorte qu'ils puissent se mettre de côté, en effet, parce qu'on en parlait avant, on connaît des personnes, malheureusement, qui ont vécu des fins très difficiles. Très difficiles, alors qu'ils ont passé des sommes astronomiques. Ça a été notoriété publique, puisqu'il s'est exprimé publiquement. Un exemple comme Ludovic Giuly, qui s'est fait un petit peu avoir, mais il y en a des centaines de joueurs pros à qui on... Parce que c'est ce qu'on s'en parlait un petit peu en off. Depuis que tu as 12, 13, 14 ans, quand tu es en centre de formation, tu deviens pro, puis après, c'est un cursus mécanique, etc. De transfert en transfert. La vie passe très vite. Tu as été accompagné, bercé, et on s'occupait de toi. Et finalement, tu ne te rends pas bien compte, mais tout le monde gère à ta place. Et moi, j'ai toujours fait ça avec les joueurs que j'ai accompagnés. Et je leur ai dit, attendez, moi, je veux en même temps vous apporter le poisson, mais je veux vous apprendre à pêcher. Parce que si demain, je ne suis plus là, vous saurez faire sans moi. Sans mon accompagnement, sans le fait de vous trouver tel et tel bien pour développer votre patrimoine. Hein. C'est surtout en ça qu'on travaille. Mais je pense qu'ils doivent aussi apprendre. Ils doivent aussi intellectualiser. Alors, c'est valable pour tout à chacun. On parle spécifiquement des joueurs de foot, mais les joueurs de foot étant sur des contrats précaires, et en plus de ça, la précarité peut être encore plus forte du fait de la blessure. Du fait de plein d'événements de vie qui fait que tu penses que ta carrière va s'arrêter à 33, 34, 35 ans, mais elle peut s'arrêter à 22, 23 ans. Alors que tu es la future star mondiale et les deux genoux claquent et c'est fini. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, dès que tu commences à gagner tes premiers euros, commencer à comprendre, et ça c'est valable effectivement pour tout le monde, pas forcément que pour le joueur pro, mais dès que tu commences à gagner un peu d'argent, les mécaniques de l'argent, la fluidité de l'argent, comment il fonctionne, comment il se pérennise, comment il augmente. Et la chance qu'ils ont en plus de ça, c'est d'avoir des salaires qui sont parfois pour certains des très gros revenus. Il faut les faire multiplier par 10, par 15. Une fois qu'on arrive à la fin de sa carrière, ça y est, on peut se poser et réfléchir. On a le matelas de sécurité qui est très confortable et on peut après avoir le choix. L'argent, ça sera le choix, parce que ça s'arrête net. Hein. Il
il y a un peu de chômage pour les footballeurs quand ils sont en... Mais c'est plafonné quand même, on est loin de... Voilà. Mais demain, fin de contrat, tu gagnais 100 000 balles, tu as 35 ans, tu arrêtes ton truc. Si tu as tout claqué pendant tes années foot, tu passes de 100 à 0. Ça, c'est d'une violence. Parce que tu as vécu toute ta vie à gagner 100 000, donc tu sais ce que c'est, mais tu n'as pas vécu ta vie à gagner à 0. C'est clair. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour intégrer les pros. Ouais. Mais c'est pareil pour la reconversion. Souvent, les gens me disent footballeur, c'est facile. Après, tu finis consultant. Mais des consultants, il n'y en a pas non plus 4000 en France. Hein. Je veux dire, à un moment donné. De droit télé. Donc, exactement. Exactement. Consultant, conférencier. Et puis, conférencier, il faut avoir une certaine notoriété. Tu as beaucoup de joueurs qui sont méconnus du grand public, qui ne peuvent pas après. Attends, t'en connais beaucoup, toi, des joueurs qui ont réussi une belle reconversion Une belle reconversion. Flamini, peut-être. Ouais. C'est la plus belle. Ouais, c'est clair. Ouais, t'en as quand même. T'avais celui qui jouait à Barcelone, c'était, je sais plus comment il s'appelait, Brett White, c'est ça. Brett White, ouais, lui c'était un. Qui était à Toulouse aussi. Ouais, qui était à Toulouse, qui a eu des investissements incroyables. Ouais. Figo, ça a été le premier Figo à s'intéresser à l'immobilier, notamment au Portugal, qui a un patrimoine colossal. Zidane, bon, lui, c'est l'idole du pays. Sans voilà. Sans avoir eu une carrière exceptionnelle, mais qu'on fait une reconversion même plus importante que la carrière. Tu vas être d'accord avec moi, tu es Marseillais, mais je pense par exemple que Jérôme Roten, il a plus de succès au micro que. Il a jamais été à Marseille, Roten. Non, mais il est parisien, c'est pour ça que je te dis ça. Il a plus de succès au micro que sur le terrain, tu vois. Ah, il avait une bonne patte gauche. J'ai mal à le dire, mais il avait bonne patte gauche. Mais il fait quand même une belle reconversion. Tu vois, c'était pas l'idole du pays. Il était dans un groupe fort. D'animateur radio, est-ce qu'il gagne plus que ce qu'il gagnait au PSG ? Ça, je pense que de toute façon, c'est pas possible. Non. Je pense que je sais aujourd'hui, un consultant foot de très haut niveau, je sais combien il gagne, ne serait-ce par jour, etc. On est très très loin de ce qu'il gagnait en tant que joueur. Après, par exemple, intéressant, donc quelqu'un qui a foiré sa carrière entre guillemets pour des raisons physiques, médicales, c'est Paganelli qui a fini consultant. Lui, c'est une belle reconversion. Voilà. Ok, donc c'est faisable, mais par contre, il faut s'y prendre. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, il faut se faire former par les bonnes personnes et faire très attention à son entourage. Et il faut avoir la force de caractère. Quand on est athlète de haut niveau, on a une force de caractère parce qu'on est passé, on l'a dit, par les écoles, les centres de formation durs où les gamins se chamaillent, se font des crasses, etc. Et après, le plus dur, c'est avec la famille. Des fois, on a du mal à dire les choses à ses frangins, ses sœurs, ses parents, etc. Mais il y a un moment donné, il faut savoir faire le tri dans l'entourage. Je te raconte une anecdote. J'ai un joueur qui est en totale dépression dans un club, mais totale dépression. Le coach me dit, j'aimerais bien que tu lui parles. Voilà. Il y a un souci, je ne sais pas trop, j'arrive pas trop à identifier. Et en fait, ce gars, je ne citerai pas, me dit qu'il a vécu une très très grande trahison. Et en fait, il collectionne des montres de luxe. D'accord. Il a une montre qui ne fonctionne plus. Il l'emmène à la bijouterie qui lui a vendue. Et en fait, le vendeur lui dit, mais c'est quoi ça ? C'est pas la montre que je t'ai vendue. Il dit, bah si, c'est toi qui me l'as vendue. Il dit, non, ça c'est une contrefaçon. Elle est belle. C'est une très belle contrefaçon. Mais je t'ai pas vendu ça. Okay. Et en regardant les caméras de surveillance, il s'est rendu compte que son frère lui a piqué toutes ses montres et les a remplacées par des copies de luxe. Oh, dur. Voilà. Et il lui en a pas parlé. Okay. Il en a parlé à personne. Et il vivait avec ce truc. Tu vois, tu as la paranoïa qui monte, tu commences à te poser plein de questions. Et en fait, il est en train de faire un truc terrible. C'est qu'il est en train de s'auto-saboter, il est en train de s'auto-détruire. Parce qu'il se dit, je préfère planter ma carrière que planter mon frère. Exactement. Qui m'a trahi. Exactement. Et comment tu travailles avec lui là-dessus ? Et à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut poser les choses, il faut communiquer avec le gars et comprendre. Moi, mon job, c'est pas de juger les gens. Moi, mon job, c'est de comprendre. Donc, il a fait ça, ok. Pourquoi ? Donc, il venait d'un pays pauvre, etc. Comprendre pourquoi il a fait ça. Donc, on s'est rendu compte que c'était un gars qui avait des dettes, qui s'est fait accompagner, tu vois. Voilà. Mais il faut arriver à comprendre pourquoi et il faut régler ça le plus rapidement possible. Parce qu'on peut arriver sur des drames, malheureusement. On l'a bien vu malheureusement avec Adebayor. J'allais revenir sur lui, sur Adebayor. Là, ça a été très très loin. Là on est encore tentative de meurtre et tout. Quoi, et c'est très très dur. Là, c'est costaud. On a failli oublier ce passage-là, mais comment tu les prépares, tous tes joueurs et joueuses, à travers les réseaux sociaux ? Parce que c'est une obligation aujourd'hui pour qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Il y a qu'un Rodri.
Il faut croire que ça lui a servi, finalement. Mais si Rodri a un très bon salaire à Manchester City. Tout le monde n'a pas le salaire de Rodri. Donc, d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour gérer ta com. Oui. C'est aussi pour développer du sponsoring. Ça apporte une plus-value, soyons honnêtes. Un gamin comme Lamine Yamal, quand tu l'achètes, tu n'achètes pas que le joueur. Non. Tu achètes tout ce qui véhicule, tout son public. C'est ça. Tu achètes une identité. Bon, tu achètes un bon joueur aussi, quand même. Excellent. mais tu achètes une identité. Donc, tu as tes joueurs et tes joueuses qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est la nature humaine qui est comme ça. Tu vas recevoir 20 mecs qui vont te dire « t'es exceptionnel ». J'adore ton costume bleu et t'es très très beau. Et puis t'as un mec qui va dire mais pour qui il se prend ce connard? Tu regarderas quand même pour qui il se prend ce connard. Clairement. Et comment tu gères parce qu'ils ont une pression du foot, ils ont une pression importante. Le haut niveau, en fait les gens minimisent ce que ça représente, le haut niveau. L'engagement total et cette petite pollution qui peut rentrer avec les réseaux sociaux, parce que tu le veuilles ou non, même si tu as un committee manager, même si tu as ceci, cela, tu la reçois ou tu la verras, la notification. Ou tu l'entendras à la télé, un journaliste ou un consultant qui va te dézinguer. Comment tu gères ça? En fait, souvent, ce sont les proches qui rapportent. En fait, je vais décevoir plein de gens, mais la plupart des joueuses et joueurs ont des agents en com. Des agents de... Pardon, je perds le terme. Oui, des committee managers qui gèrent les réseaux sociaux pour eux. Des agents d'image, tout simplement, qui gèrent ça. Les messages que vous envoyez, souvent, les joueurs ou les joueuses ne les ouvrent pas, tout simplement parce qu'ils ont parfois... Certains n'ont même pas accès à leur compte, en fait. Tu as des comptes qui sont gérés directement par les agences. Selma, par exemple, elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux, elle met beaucoup de stories, etc. Et c'est pour ça que les gens l'apprécient et la suivent. Donc elle a accès, par exemple, à tout ça. Mais elle s'en fiche royalement. Et la plupart des joueuses et des joueurs, très sincèrement, se fichent royalement de tout ça à haut niveau, mais pas les familles. Et en fait, souvent, c'est eux qui sont impactés et c'est eux qui font remonter ça. Tu vois, donc tu t'attaques à quelqu'un de la famille, par exemple, tu vas t'attaquer à la femme d'un joueur. Forcément, la femme va pas être bien et forcément, ça va se répercuter sur le joueur. Et il faut arriver à couper. Et puis parfois, tu en as qui doivent aussi se mettre en retrait. Et il faut savoir, quand tu es à côté de quelqu'un qui brille, parfois, il faut savoir toi te mettre dans l'ombre. Et ça, c'est difficile. Moi, c'est mon job et je le fais beaucoup. Moi, je me mets dans l'ombre et tu as beaucoup de gens qui n'acceptent pas, qui veulent briller en même temps que les autres. Il faut avoir l'humilité de dire c'est pas moi la star, c'est lui, je me mets en retrait. Et, oui, parce que et les priver en fait, de tout ça. Parfois, c'est même pire d'être le conducteur du message que tu véhicules et qui va t'amener la mauvaise nouvelle. Tu vois, exactement. C'est un peu le joueur de foot pour se protéger ou le joueur de foot ou n'importe qui est sur les réseaux sociaux, il doit faire passer les filtres de Socap, tu vois. Exactement, les trois tamis. Exactement. Et ça te protège. Mais c'est très difficile de le faire passer, de stopper la personne, parce que tu as des gens, c'est immédiat. Tu peux pas les stopper. Il faut qu'ils sortent le venin ou ce qu'ils ont entendu ou la rumeur qu'ils auraient pu entendre. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, une rumeur qui s'est amplifiée, qui est devenue réelle. C'est-à-dire des gens sur les réseaux sociaux qui ont une pseudo-analyse de deux personnes dans la même équipe, en disant ça se voit, qu'ils se blairent pas, que ceci, que cela. Et finalement, ils ont fini par ça finit par arriver. Et ça finit par arriver, bien sûr. Parce que les proches commencent à se prendre la tête sur les réseaux sociaux. Eux, à l'entraînement, ils finissent par se taper dessus, quoi. Vraiment, physiquement. Donc là, tu te dis, la rumeur est devenue réelle. Ne dis pas qui c'est, mais on l'a vu avec Payet et Thauvin. Oui, exact. C'est un peu la même histoire, finalement. Tout à fait. Parce que s'entendaient ou sans s'entendre, ils n'étaient pas copains, mais ça jouait ensemble jusqu'à un moment donné où c'est devenu un truc où ils se faisaient bourrer le mou chacun de leur côté. Et tu te retrouves sur une saison où les mecs se font plus une passe. C'est clair. Et là, c'est dramatique pour le club. Et puis en tant que coach, à gérer ça pour le staff, là, terrible. Hein. Impossible. Terrible. Impossible. Et donc, tu arrives quand même à les protéger de ça? C'est compliqué. Très sincèrement, c'est compliqué. Parce que même s'ils n'ont pas les réseaux sociaux, il y a parfois les journalistes, parfois les consultants qui jugent très vite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que moi, ça m'a toujours... alors, il paraît qu'en France, on est plus light qu'en Espagne, qu'en Angleterre, etc. Et ça m'a toujours gêné, moi, les analyses acerbes, et voire méchantes, voire cruelles, et même limite
limite calomnieuse envers des joueurs. Parce qu'on est une société de buzz, parce qu'il faut parler comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Moi, comme je dis, mon métier, c'est de ne pas être dans le jugement, d'être dans la compréhension. Et en effet, du coup, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. Quand c'est tourné à la rigolade, très sincèrement, ça me fait marrer, même si des fois, on s'en prend à des joueurs ou des joueuses que j'accompagne, ça nous fait rire, même pour être honnête. Je pense à quelqu'un comme Julien Cazard, il nous fait marrer, en fait. Oui, voilà. Mais d'accord. Parce là, on a vraiment un ton humoristique. Par contre, quand tu as des joueurs qui n'ont pas été des super champions et qui s'en prennent sévèrement à d'autres, je me pose quand même beaucoup de questions. Tout à l'heure, je parlais de Jérôme Roten. Il n'a pas été loin d'en prendre une par Patrice Evra quand même. Et on a vu à Marseille qu'il savait mettre des bois kicks en plus, Patrice Evra. Mais il a été très méchant avec lui. Alors Patrice Evra a gagné des titres que Jérôme Roten n'a jamais gagné. Je veux dire, à un moment donné, un peu d'humilité. Et ils ont été coéquipiers. Et même, je crois, ils dormaient dans la même chambre et tout. Je veux dire, mais les potes, quoi. Et donc, c'est l'aigreur qui fait que la jalousie, etc. Donc, pourquoi en arriver là ? Après, est-ce que c'est leur job de critiquer à ce point. Après, il y a aussi une ligne éditoriale où on leur dit pousse le curseur, peut-être aussi. Mais tu peux briser des gens quand même. Vraiment. Les mots ont un poids, ont un sens. Et je suis pas sûr que si derrière, en plus de ça, tu soutiens une équipe, tu peux faire progresser les gens. C'est ça. Mon podcast s'appelle Ambition, comme je te l'ai dit, en référence à pour moi, ce qui était mon mentor, Bernard Tapie, parce qu'il avait une émission qui s'appelait Ambition. Ok, d'accord. C'était sur TF1, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y avait une émission. Ah, mais je vois très bien. J'ai vu sa série il n'y a pas longtemps, là, tu vois. Donc, Et comment tu pousses, toi, justement, les gens à avoir plus d'ambition que ce que la vie leur donne ou leur propose ? Comment tu arrives à aller, justement, dans le dépassement de soi ? Soit avec tes joueurs, soit avec tes clients, comment tu arrives justement à leur dire que le bien, c'est pas assez bien ? Il faut arriver à développer son fighting spirit, mais fighting spirit, je veux dire dans la vie de tous les jours, et pour ça, il faut établir des objectifs, mais les rehausser sans arrêt. Et quand, par exemple, tu sais, moi, je parle d'objectifs à long terme, je demande aux gens, je leur demande quels sont vos objectifs à long terme. Attention, pour moi, le long terme, c'est 5 ans. Parce que dans 5 ans, vous ne savez pas comment vous aurez évolué, vous ne savez pas comment le monde aura évolué, la technologie qu'on aura, etc. Donc, on ne peut pas voir plus loin. Et en fait, vos objectifs les plus fous, pour moi, c'est dans 5 ans. Pas plus tard. Et après, on prend la barre et on la monte d'un cran, et on la monte d'un cran, et on la monte d'un cran. Dans 5 ans, je serai entraîneur de Ligue 1. Très bien. Très bien. Et quand tu le seras, entraîneur de Ligue 1, on discutera comment tu feras pour aller avoir un top club européen. Tu vois ? Non, pour gagner la Ligue des Champions. Exactement. Avec ce club, pour regagner la Ligue des Champions, c'est ça ? C'est un club qui l'a déjà mis sur... Non, parce que moi, je veux être propriétaire d'un club. Très bien. C'est autre chose. Oui, si je te dis... moi, mon ambition, c'est de reprendre c'est de monter un club de foot dans l'élite. Et ça sera ça, mes objectifs. Et encore une fois, ça sera peut-être... Alors, je pourrais pas racheter Marseille parce que à date, je pense que je vais être un peu court en finance. Surtout si tu veux rivaliser avec le PSG, là on va parler en milliards, donc il va falloir vraiment poser de l'argent. Peut-être qu'à terme, je pense que même Marseille devrait être vendu pour passer à quelqu'un qui a encore des fonds supérieurs. D'ailleurs, tu le vois comment, toi, le futur là, sur 5 ans de notre Ligue 1, des championnats, de comment ça va se structurer, des championnats en France ? On parlait un petit peu, moi, des Super League, ça a été l'idée, des idées de Super League, et puis des clubs. Moi, je vois de moins en moins de clubs, et en plus, ça va de plus en plus avec la France qui a de moins en moins de budget, de moins en moins d'argent, qui donne de moins en moins au sport. Je vois de plus en plus de clubs communaux qui ont plus les budgets pour avoir les terrains, les machins, donc... on est d'accord, c'est les fusions, le futur. Clairement, clairement, même en termes de compétition. Ce qui me fait souci, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, très compliqué pour la nouvelle génération de regarder des matchs de 90 minutes. Par exemple, Piqué l'a bien compris avec sa, je ne sais pas comment il a appelé son truc, la Super League, où il avait fait une Coupe du Monde avec des équipes. Avec des streamers Non, même pas, c'était ils avaient monté des équipes de France, etc. Je ne sais plus quel joueur connu l'avait fait, Samir Nasri, je crois. C'est ça. Mais à la base, c'était une idée de streamer. Et ça jouait. Oui, c'était du... Ça en vient à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est sur une époque de scrolling et
On consomme moins de foot. C'est ça. Moi, quand je suis au stade, tu vois, je regarde pas du tout mon téléphone. J'aime pas discuter, même pendant un match, tu vois. T'es dedans. Ouais, je suis vraiment dedans. Je vis mon truc, surtout quand je connais les personnes qui sont sur le terrain. Et tu sens que la jeune génération... C'est plus compliqué. Mais au stade, ça va. Mais par contre, devant la télé, c'est compliqué. Ouais. Moi, c'est pour ça que les droits télé baissent, finalement. Mon fils adoptif, le fils de ma femme, tu vois, il est fan de foot. Sean, il regarde les matchs avec moi, mais en fait, il n'arrive pas à regarder. Il a des troubles. Il regarde son téléphone. Okay. Et en fait... Pendant longtemps, ça m'a un peu agacé. Je lui disais, mais regarde, etc. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je fais la même chose que lui. Et alors, tu penses que ça joue sur la potentialité des gamins sur le terrain ? Non, pas sur le terrain. Non, sur le terrain, je pense qu'au contraire, voilà, si on sait se servir de ça, par contre, on peut arriver à en faire quelque chose de fabuleux. Par contre, en termes d'attrait, c'est là où il faudra faire évoluer. Je pense que les championnats, les coupes, comme on les fait, par exemple, la Coupe de France devient intéressante parce qu'il n'y a plus les prolongations. Les matchs étaient interminables, et puis là, tout peut arriver, quoi. N'importe qui peut se faire sortir par une petite équipe, et ça devient intéressant, en fait. Donc tu penses qu'à moyen terme, les matchs vont plus être à 90 minutes, mais peut-être à 80 ? Peut-être, et qu'il faudra faire évoluer les compétitions et faire un truc un peu plus fun, et prendre exemple un peu sur les compétitions américaines. Mais je pense par exemple qu'en Angleterre, il y a une identité des clubs qui est super forte. Il y a des logos qui sont fun, des histoires qui sont fun, des stades qui sont fun. Je pense qu'en France, il va falloir reprendre pas mal de clubs. Ils sont dégueulasses. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Marketing, c'est quand même pas foufou, quoi. Soyons honnêtes, quoi. Alors qu'on est une ère de l'image. Ouais. Et que tu vends un club aujourd'hui, tu vends un joueur, tu vends un business à travers son personal branding. Et t'as des endroits où ça sent le Roquefort, quoi. Ouais, c'est compliqué. Clairement, ouais. Après, avec ces Super Leagues, ce qui va être compliqué, plutôt, ça va être sur le côté identitaire. Se fera, ça, la Super League ? Franchement, j'y crois moyennement. Et je me dis, par exemple, tu vois, en France, tu mets qui ? Elle est pas mal. Ouais, elle est sympa. Et en France, tu mets qui ? Je veux dire, tu mets le Paris Saint-Germain. Financièrement, t'as qui peut suivre peut-être Monaco, et nous, Paris, Marseille, tous les clubs identitaires, Lille, Lens, etc., ils passent à la trappe. C'est pas possible. C'est quand même dommage. Ouais, c'est pas possible. Ça serait dommage. Ouais. Un stade comme le Vélodrome. C'est le plus beau stade du monde. Moi, j'aime bien l'OM, tu vois. Je fais partie. C'est vrai ? Ouais, mais moi, je suis un fan, tu vois, de sport, de football. Je chambre parfois en rigolant parce que, tu vois, je viens d'avoir 43 ans. L'année dernière, je disais que j'avais 41 plus 1 parce que c'était le département de Saint-Etienne, tu vois. Mais par contre, moi, j'aime, je suis passionné. Ça reste la plus belle ambiance d'Europe, du monde. De la galaxie. Me lance pas sur le M. Je vais te poser pas mal de petites questions. Tu vas me donner ton avis en tant qu'expert. Yes. Qui incarne le mieux le futur du football en termes de joueurs pour toi ? Kylian Mbappé. Pour toi, c'est le prototype type. Ouais. Pas Haaland, pas Bellingham. Non, Kylian Mbappé. Ok. Pourquoi ? Je pense qu'il est, comme il a dit, le foot il a changé, c'est ça sa phrase, le foot il a changé. Ouais. Je pense qu'il est, il est la version, la nouvelle version du football, c'est-à-dire il est entre technique et athlétique. Tiens, lui, en termes de préparation mentale, avec ce qu'il a mangé ces derniers temps. Ouais. En fait, tu penses qu'il est accompagné ? Il est accompagné, il l'a dit, pas par un préparateur mental, mais je sais plus, par un sophrologue, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il est accompagné sur la dimension mentale. Il fait partie des rares joueurs qui le disent. Les filles le revendiquent, les garçons ont encore du mal à l'avouer. Il est accompagné. Après, c'est un super athlète. Parce que là les pénaltys qu'il tire en finale de Coupe du Monde, il faut avoir un cran pas possible. Il a eu sur sa tronche. Alors qu'il est performant. Ouais, mais il a mis un creux. Il a eu un temps d'adaptation, on va dire. Procès, adaptation, etc. Enfin, procès. En tout cas, voilà, des rumeurs, des choses, et il n'était pas forcément concerné en direct, quoi. Qui sont quand même émotionnellement impactants, parce qu'il n'a pas été quand même maltraité au PSG. Mais mentalement, c'est très solide. Mentalement, Kylian Mbappé, c'est très solide. Déjà, je pense. En fait, souvent, tu vois, les journalistes me posent la question, me demandent mentalement, avec qui vous aimeriez travailler sur la dimension mentale. Pendant très longtemps, je disais Mbappé. Et après, en fait, la question qui suit, c'est vous feriez travailler quoi à Mbappé ? Et ça, c'est la grande question, en fait. Et peut-être qu'il n'a pas forcément besoin. Il a besoin d'être accompagné, peut-être dans la vie de tous les jours et tout. Mais là, l'aider à surperformer, il est quand même. Il est né avec un truc très costaud. Ok. D'après toi, les footballeurs doivent-ils s'exprimer sur des sujets politiques et sociétaux ? Moi, personnellement, je pense que non.
Ok, pourquoi? Je pense que c'est pas leur job. Je pense qu'ils sont là pour faire rêver les gens comme les artistes, tu vois. Et on les pousse à la faute. Et soyons honnêtes, hein, de toute façon, c'est ça qui intéresse. Hein. C'est de les pousser à la faute, leur faire dire une connerie, de faire de la récupération sur ça. Moi, je pense que ils sont pas formés. Ce qu'ils pensent, ça les regarde. Et je pense qu'ils doivent pas être dans le jugement, c'est pas leur job. Okay. Comme moi, c'est pas mon job de juger, eux, c'est pas leur job de juger la société. Ouais, ils doivent rester, pour moi, ils doivent rester à leur place. Mais ils sont humains, on peut reprendre tu parlais d'Mbappé. Quand il s'est positionné sur l'épisode Naël, on lui est tombé dessus parce qu'il se positionne là-dessus et il se positionne pas sur un autre enfant, j'ai perdu son prénom, qui a été aussi assassiné. Oui. En fait, c'est ça en fait qui est compliqué, c'est de ne pas se positionner pour le reste. Moi, je viens du même milieu que Kylian Mbappé. Donc, quand un gamin comme Naël vit ce qu'il a vécu, ça t'interpelle. Mais quand un flic se fait renverser par une voiture, ça t'interpelle aussi. Et quand un jeune ou une gamine se fait tuer, ça t'interpelle aussi. Mais tu peux pas monter sur tous les fronts. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est monté sur un front. Ouais. Et donc forcément, le silence est un message, on dit. Donc, exactement. Donc pour toi, c'est soit tu proposes. Tu vas à fond et tu balances, tu défends tout. Ça devient ton nouveau job, quasiment. Exactement. Soit tu te tais. Voilà. C'est beaucoup d'énergie perdue. Et je pense que là, par exemple, au Real Madrid, c'est clair et net qu'il n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Ouais, on parle foot. Ouais, on parle foot. Ouais. Et ça joue. Hein. On en a parlé rapidement. Arabie Saoudite, MLS, menace pour le championnat européen, Ligue des Champions. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout parce que problème. Toujours la retraite et les problème identitaire de toute façon. L'image de marque. Ouais, image de marque. Et puis, alors, tu vois, tu as des supporters, par exemple, de Marseille dans toute la France. Non, dans tout le monde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Mais t'as une ferveur à Marseille qui est particulière. Moi, je vais beaucoup en Angleterre. Ouais. Je connais plein de fans de Liverpool en France. Mais c'est surtout en Angleterre et ils sont fanatiques total. Ça va être difficile d'être. C'est étonnant, Liverpool, parce qu'ils sont fans. Ça chante, c'est impressionnant. Ça doit te foutre les poils. Bon, tu le vois à la télé. Moi, je l'ai pas vécu. Et d'un coup, boum, ça s'arrête. Oui. Alors que, prends l'exemple de Marseille, par exemple, ou même Galatasaray, ou des trucs comme ça chante. Oui, en Grèce, etc. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Là, Raja Casablanca, juste au Maroc, c'est complètement dingue les socios qu'ils ont. En Argentine, au Brésil. Mais je pense que tu vois, un public, par exemple, européen, s'intéresserait plus à un club justement comme le Raja Casablanca qu'à un club saoudien. Parce que, oui, il y a une ferveur qui est différente, il y a une histoire surtout. C'est l'histoire qui est importante. Ok, ça marche. C'est un petit peu le sujet du podcast. Les joueurs sont-ils trop entourés ou pas assez dans leur prise de décision ? Je pense qu'ils sont bien entourés. Ok. Mais souvent, ce ne sont pas les personnes qui les conseillent le mieux qui leur font prendre les décisions. C'est ça la problématique. Tu as des personnes qui ont une influence néfaste, qui ont une influence qui est d'ailleurs plus grande que celle de leurs conseillers, qui sont des fois plus honnêtes, sauf que l'émotion est plus importante que le cérébral, donc forcément, ils vont se diriger vers l'émotion. Que penses-tu de la nouvelle génération de joueurs avec leur rapport à la célébrité ? Alors ça c'est intéressant. Nous, on était une génération où le rêve, c'était de passer à la télé. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Il y en a qui vont très, très mal le vivre. Il y en a qui vont s'écrouler même psychologiquement. T'as déjà eu besoin de dégonfler la tête de gamin ou de gamine ? Bien sûr. Parce que ça a fait 1000 likes ou je sais pas quoi ? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, ça a une grande valeur pour eux. Qui diffère, qui parle dans un vestiaire, parce que ça a plus de followers ? Oui. Bien sûr. Et même, soyons honnêtes, t'as des clubs qui est brutal avec direct. Ouais, moi je suis honnête, je les emmène à comprendre les choses. Okay. Tu sais, c'est de la self-induction. Il faut qu'ils comprennent les choses par eux-mêmes. Donc moi, je les emmène à la réflexion jusqu'à ce qu'ils me disent, tu sais, Terence, j'ai bien réfléchi, je sais déjà ce qu'ils vont me dire. J'ai compris que ceci. Et t'en as qui restent butés avec le melon et il pète et t'arrives plus à choper l'ouverture ou pas ? Non, moi, j'ai jamais eu encore pour l'instant. Mais après, tu vois, tout à l'heure on parlait de Lamine Yamal. Je trouve que ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est super intéressant, c'est super marrant, c'est fun. C'est quand ça reste comme ça, moi
moi je trouve ça top. Okay. Après, attention aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait par rapport à Mbappé, attention aux messages qui vont être mis à l'avenir sur les réseaux sociaux, quoi. Ok, ça marche. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui rêvent de devenir footballeurs ? Le conseil que je leur donne, déjà, le plus important, c'est d'aller dans des clubs, de faire toujours le choix du club qui les veut. Ok. Même si le club, sur le papier, encore une fois, est moins attrayant, allez là où on vous veut. D'accord. Et surtout, mettez toutes vos chances de vos côtés, sans oublier que c'est qu'un jeu et qu'il faut garder à tout prix cette notion de plaisir. Mais il faut aujourd'hui, pour atteindre le très haut niveau, il faut savoir s'entourer d'un préparateur physique, d'un prépa mental. À partir de quel âge ? Pour atteindre le haut niveau, je pense qu'à partir de 12-13 ans, il faut commencer à travailler de temps en temps avec un PM. Moi, par exemple, ça va être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça suffit. Okay. Et par contre, un prépa physique qui soit formé et qui travaille main dans la main avec le club. Okay. Quand tu as un joueur ou une joueuse qui est dans un club de haut niveau, attention, tu as des consignes de la cellule de physique. Moi, je te dis, je fais de l'opérationnel. Par exemple, Selma, si je la carbonise sur un entraînement, le prépa physique va me tirer les oreilles. Tu penses qu'un gamin de 12-13 ans, moi j'ai mes fils, donc 12 et 13 ans, combien d'entraînements semaine ? Je pense qu'un gamin, pour atteindre le haut niveau, on est d'accord, hein, il doit s'entraîner tous les jours. Ouais, tous les jours, donc c'est 4-5 entraînements par semaine, parce que la récupération aussi est importante. En comptant ça match. Dépend de quel jour il joue. Ouais. Mais il faut être quasiment à 6 en comptant le match. 5-6 pour performer. Et puis aujourd'hui aussi, grâce aux réseaux sociaux, on a accès à plein de choses, notamment sur la préparation physique. Attention aussi à demander des conseils. Moi, j'ai un préparateur physique avec qui je travaille, Morgan Benetti. Je lui demande sans arrêt des conseils pour les athlètes et il s'occupe d'eux, il les prend en main. Mais attention, quand on a 13 ans, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait physiquement parce qu'on risque de le payer malheureusement et de se retrouver blessé, de ne pas passer pro parce qu'on a essayé, on est allé trop vite, quoi. Ah, ok. Attention aux charges surtout, les charges. Et alors moi j'ai vu mon fils passionné faire lui 5 entraînements semaine plus le match de temps en temps j'ai eu des échanges avec des coachs qui m'ont dit c'est un petit peu trop mais moi je suis parti du postulat que tant qu'il est frais dans sa tête il risque pas grand chose dans son corps. T'es d'accord ou pas là-dessus où il faut quand même entendre que, attention, les impacts réguliers de 5 entraînements semaine peuvent entraîner une problématique. Non, ça dépend. Franchement, ça dépend du gamin. Et puis, encore une fois, il faut que tout soit cohérent. C'est surtout ça. Bien sûr, si le gamin il sort de l'entraînement et que derrière tu lui rajoutes 1 heure de muscu, du crossfit, des machins, tu vas le flinguer. Ça, c'est clair et net. Okay. Mais si c'est cohérent et puis tu sais qu'il a une charge de travail, par exemple, qui va être très dure le lendemain, tu fais que du jeu, il n'y a rien de mal à faire du jeu et à travailler de la tactique ou de la technique ou du cérébral, du cognitif. Tu peux le faire, bien sûr. Hein. Est-ce qu'un joueur peut réussir sans un agent ? Non. Aujourd'hui ? C'est très compliqué de se représenter soi-même. Très difficile de se vendre soi-même. Un joueur peut se représenter tout seul. Tu peux plus en plus de ça. C'est pas obligatoire d'avoir un agent. Oui, tu peux passer par un avocat. On parlait de Fabien tout à l'heure. On avait essayé de rentrer dans le business et avant on pouvait, maintenant on peut plus. Il y a des règles qui ont chanté pour renforcer. En tout cas en France. Pas justement à l'international. Parce que moi j'ai voulu aussi passer le diplôme, mais je suis pas du tout scolaire, il est très très dur. Pour ceux qui veulent passer le diplôme d'agent de joueur. C'est que du droit, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle pas de terrain. Non. C'est du droit. Très je suis pas agent de joueur, donc j'ai dit moi je rachète des clubs comme ça. Et c'était un challenge pour moi aussi parce que tu sais, j'ai des troubles de l'attention. Okay. J'ai pas le bac, tu vois. C'est très difficile. C'était difficile l'école pour moi. De préparation, c'est. Je me suis formé. J'ai acheté une formation sur Internet et après j'ai acheté des manuels que j'ai écoutés pendant 2 mois et demi. Tu vois, la formation elle durait 6 mois, je l'ai faite en 2 mois et demi. Comme je suis auditif, j'ai beaucoup écouté. Mais on est sur des niveaux. Mais j'ai bossé tous les jours, quoi. On est sur des niveaux de bac plus 5. Hein. Oui. Faut l'entendre, c'est très très compliqué. Il y a un taux d'échec qui est colossal sur les licences d'agents. T'as un écrit, t'as un oral. Là, sur la FIFA, c'est un QCM. Okay. Par contre, le FFF, il est raide. Il est dur. Du droit commun. Toi, en ce qui te concerne, t'as 43 ans, un bel âge, j'ai le même. C'est quoi ton objectif dans les années à venir ?
Je veux devenir l'agent numéro 1 chez les filles dans le football féminin. Voilà, okay. Ça c'est mon objectif. Génial. Et en fait, mes objectifs... J'ai des pépites chez moi. Ouais, on va en discuter. J'ai des vrais avec pépites. grand plaisir. Mes objectifs, en fait, moi je dis en fait souvent que ma réussite dépend de celle des personnes que j'accompagne. Ouais. Donc en fait, mes objectifs, ça va être les objectifs des autres un petit peu. Par exemple, ça va être que Selma gagne le Ballon d'Or, ça va être que Hugo finisse dans un grand club de foot, etc. Hugo Tignel. Donc en fait, mon objectif, c'est de faire briller les autres. Garçons d'avoir cette... Ah ouais, bien sûr, je m'éclate dans les deux, bien évidemment. Bien évidemment, mais en tout cas, pour être numéro 1 chez les garçons, attention, il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau monde. On parle souvent des incompétents, mais attention, il y a des gens qui sont incroyables. Il y a des gens fabuleux que moi, je considère comme des mentors. Ouais. Mais en tout cas, par contre, chez les filles, il y a quand même du gros calibre. Hein. Carlotta à Barcelone, une agente qui est très, très forte. Mais je voudrais devenir numéro 1 des agents, en tout cas pour le football féminin. Alors, pas en agent, mais moi, j'ai eu une rencontre brève avec Mehdi Benassia. Ah, super. Fabuleux. Et je suis rarement interpellé j'étais dans le même hôtel que lui et je l'entendais faire son transfert, négocier son transfert et je me suis dit c'est le bon mec au bon endroit et au bon moment et il dégage un truc. Je pense que là on est sur du très 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 haut niveau. Alors il n'est pas dans la sphère il est dans la sphère recrutement et dans d'autres sphères, mais là, tu sens qu'il y a des mecs de gros calibre. Ouais, c'est du gros calibre. Ouais. C'est quelqu'un qui a une super vision. Je pense même qu'il est visionnaire, tu vois, qu'il est un petit peu en avance même sur son temps. Et je pense que Longoria peut dormir tranquille avec un gars comme ça dans son équipe. Ouais. Ou il peut me laisser la place et puis je reprends la suite. On va arriver au bout de ce podcast qui s'appelle Ambition. Yes. Terence, c'était vraiment déjà un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut te contacter, même si je mettrai les liens de tes réseaux sociaux et de tes plateformes, mais est-ce que tu as quelque chose de prévu ces prochains jours, conférence Yes. Déjà, merci beaucoup. C'est passé hyper vite. Quand le temps passe vite, c'est que c'est bien passé. Ouais. Donc, merci, c'était super, super intéressant. Je me demandais de quoi on allait parler parce que moi je suis pas un businessman, soyons honnêtes, c'est ma femme qui gère tout. Hein. Moi je suis vraiment axé sur la passion, le sport. Préparateur de joueurs. Oui, j'y gagne bien ma vie, on va dire. Par rapport à, je suis indépendant aussi, soyons honnêtes. Par rapport à quelqu'un qui est salarié dans un club, je gagne 3 ou 4 fois son salaire, voilà. Mais oui, ça gagne bien, mais c'est ma femme qui gère tout ça. Moi je m'occupe du sportif et de la passion. C'est ton agent. C'est mon agent, c'est l'agent de l'agent. Ouais, vraiment. C'est génial. Voilà. Sinon, j'ai pas mal de choses de prévues. En effet, des conférences, des séminaires. Je mets tout sur mon Insta. Je communique beaucoup sur Instagram. Top. Voilà. J'ai aussi un LinkedIn, mais je communique plus sur Insta. Voilà, c'est plus sympa. J'ai ma série documentaire Let's Go qui est sur YouTube. Elle est sortie sur Prime Video à l'étranger, mais je voulais qu'elle sorte sur YouTube à tout prix avec mes associés. On a pris cette décision. Ça, c'est un peu comme tu nous disais. C'est l'accompagnement d'Hugo Tignel. Voilà. Donc, je prends un joueur qui est amateur, qui est en échec, qui est déjà âgé entre guillemets parce qu'il a 21 ans. Quand il était chez les jeunes, il jouait au plus haut niveau. Il jouait au national. Ok, non mais quand tu le reprends. Quand je le reprends, il est en amateur. Il est en régional. Ok. R1, R2 je ne saurais pas trop comparer, on va dire R1. Parce qu'il joue en Espagne en fait, c'est pour ça. D'accord. Donc comparé par rapport au niveau, on va dire R1. Ok. Tu le prends à R1 et tu vas je le prends, je l'amène à Lyon en fait avec un préparateur physique, Nino Casa, on le reprend. Donc lui physique, Marvin sur la partie foot et moi sur la partie mentale. Ok. On l'emmène à Dubaï pour qu'il passe professionnel. Et au final, ça s'arrête là, la série documentaire. Okay. Il va à Dubaï et chez TF1 avec Fouad Hafid. Et puis en fait, il passe à autre chose. Et au final, il bascule en Angleterre. Il veut jouer à tout prix en Europe. Donc il bascule en Angleterre et il a une progression peut-être pas aussi rapide que lui voudrait ou que d'autres voudraient, que les gens voudraient voir, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais par contre, j'essaye vraiment de structurer les choses. Et il lui manquait, comme il n'a pas fait un centre de formation, il était au FC Bourgoin-Jallieu et ensuite à Andrézieux, qui sont des bons clubs. Hein. Andrézieux, c'est un bon club. Il manque des bases mais il lui manquait des choses, comprendre les maps, tout ça, donc les plans de jeu, etc. Il n'avait jamais mis un GPS de sa vie. Et en fait, les gamins veulent passer de rien à tout. Non, il y a des étapes, et ils les respectent et ils progressent. Et voilà, donc on filme tout ça au fur et à mesure, et puis après on sortira. Donc le documentaire, il est sur YouTube. Let's Go, c'est ton moment. Sur Prime, mais on peut pas le voir en France, c'est ça? Ouais, en France, on peut pas le voir, mais il est gratuit sur YouTube, donc autant aller le voir sur YouTube. Génial.
Voilà. Terence, et puis, on peut prendre rendez-vous avec moi sur Créneau Libre. Créneau Libre, mais ça, c'est sur ton Insta. Il y a aussi le lien sur mon Insta. Tu as le lien sur Insta, on le mettra prendre rendez-vous, il y aura un rendez-vous de découverte. C'est-à-dire que joueurs, joueuses, monsieur et madame lambda, qui ont un besoin de changer un petit peu de vie, de performer, d'avoir des déclics un petit peu dans leur vie. On a parlé beaucoup foot parce que c'est un peu le cœur de... Maintenant, moi, globalement, mes clients sont très restreints et puis c'est des footballeurs. Je me suis mis dans le monde du foot parce que j'ai une vraie ambition de créer un grand club et de faire quelque chose d'intéressant. Mais tu peux accompagner monsieur et madame tout le monde. Bien sûr, sur la gestion du stress, par exemple, gestion des émotions, mise en place d'objectifs, voilà, plein de choses différentes. Voilà, il y a la préparation mentale et sur des temps très très courts. J'ai un business plan qui est un peu bizarre. Tu me taperais sur les doigts. C'est que mes clients, en fait, moins je les vois, mieux c'est. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc, quand j'ai été formé en thérapie, on me disait attention, il faut le garder au moins 2 ans, 1 fois par mois, etc. Et là, en préparation mentale ou en coaching, c'est moins on se voit, mieux c'est. C'est un peu bizarre, mais en même temps, voilà, c'est honnête. Et c'est honnête. Et puis c'est de l'efficacité. C'est de l'efficacité, voilà. Tout à fait. Voilà. Si tu as besoin d'être toujours derrière ton client, c'est que c'est pas bon. Exactement. Terence, merci encore. Merci à toi, Hassan. Merci énormément. C'était un plaisir de parler avec toi. Et à plaisir bientôt. Partagé. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. À très bientôt. Merci.